Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le Pompon, le podcast qui s'intéresse au parcours atypique et inspirant des entrepreneurs de Bordeaux et de sa région. Je suis Théo Robache, formateur à la prise de parole en public et entrepreneur soucieux du bonheur des autres, désireux d'aller à la rencontre de profils épatants pour vous partager leurs histoires. Chefs d'entreprise, artistes sportifs, mes invités créent, suivent leurs rêves et vivent la vie qu'ils ont choisie. Je m'intéresse à leur parcours, leurs échecs, leurs réussites, pour vous transmettre cette envie d'entreprendre et de mener une vie qui vous inspire, dans laquelle vous allez vous éclater. Avant de commencer, je souhaite vous parler de l'agence Pertinence. C'est la Dream Team dont vous avez besoin pour développer votre marque, appuyer votre visibilité sur le digital ou encore déléguer votre marketing. Leur talent, c'est d'amener votre entreprise là où elle doit être et elles le font avec brio. Notre point commun, c'est d'accompagner le développement des entrepreneurs et de le faire avec une énergie débordante. Alors allez toquer chez Pertinence de ma part et vous serez reçu par une équipe pleine de peps qui vous conseillera en visant juste pour développer votre activité. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Xavier Viton, comédien, auteur, metteur en scène et directeur du théâtre Victoire, du théâtre Molière et du théâtre Le Trianon dans lequel il me reçoit. On revient sur son parcours atypique, lui qui a été à la fois arbitre de foot de haut niveau, a fait des études de sciences pour devenir prof, a été élève chant bataillon au sein de l'armée de terre et depuis 25 ans il vit de sa passion d'artiste. Un homme marqué par cette fameuse passion et les rencontres qui ont forgé son avenir. Il nous explique, avec sa casquette d'artiste et de chef d'entreprise, ce que c'est de gérer un théâtre privé aujourd'hui et que les mots culture et argent peuvent très bien aller de pair. Un très bon moment d'échange avec Xavier, qui manie l'art de raconter des histoires avec brio. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Bonjour Xavier. Bonjour. Et merci d'avoir répondu à mon invitation. Avec plaisir. Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Oui, bien sûr, mais je ne sais pas comment me présenter véritablement parce que j'ai pas mal de casquettes. Mais enfin, je m'appelle Xavier Viton, donc. Ouais. Pas comme celui qui vend les valises. Hein. C'est un petit peu plus simple. J'ai moins de lettres et moins d'argent aussi, beaucoup moins. Du coup, je suis Xavier Viton et je suis actuellement directeur de théâtre, mais aussi en même temps comédien, auteur et metteur en scène. Rien que ça. Bon, après, ce sont des métiers qui sont liés entre eux. Donc, c'est vrai que ça fait, on dirait qu'on empile quelque chose sur le CV, mais je connais beaucoup de directeurs de théâtre qui ont toutes ces casquettes parce que, en fait, c'est la conséquence de toutes ces casquettes de devenir directeur. Ok, super. Comment ça t'est venu tout ça ? Et j'ai aussi envie de, alors j'imagine tout petit, je crois, tu nous le diras. Mais est-ce que tu as eu des exemples ? Qu'est-ce qui t'a poussé à aller dans ce milieu-là, en fait ? Alors, des exemples, non, pas franchement. Parce que je suis enfant de la Dordogne, département que j'affectionne particulièrement, et il se trouve que dans la petite commune où j'habitais, qui s'appelle Marsanais, il n'y avait pas d'exemple particulier de gens qui faisaient ce métier, bien loin de là. En revanche, j'ai eu la chance de rencontrer à la fois des enseignants, notamment un professeur des écoles qui est appelé à l'époque un instituteur, qui lui nous a fait essayer le théâtre parce qu'il était amoureux de ça. Et donc c'est là où j'ai fait mes premières armes. Pour tout te dire, j'ai un souvenir. Alors c'est toujours difficile d'empiler les souvenirs et de savoir si tu l'as vu sur les romans photos de ta maman ou si bon. Mais ça, il me semble que c'est un souvenir à moi qui m'appartient dans mon petit cerveau. À 9 ans, j'ai joué une pièce qui s'appelait Toto, professeur d'histoire. Okay. Et je jouais le rôle de Toto. J'ai déjà le premier plan. Et ensuite, chaque année, dans notre petite commune de Marsanais, il y avait un gala de fin d'année ou de Noël, de fin d'année scolaire, je veux dire, ou de Noël. Et dans ce gala, généralement, j'étais le monsieur loyal, déjà, aussi petit. C'est-à-dire que j'animais toute la soirée en présentant et en jouant dans la pièce de théâtre ou les pièces de théâtre qui étaient présentées au public rural de cette époque, qui était beaucoup moins exigeant que le public auquel je suis confronté maintenant, mais qui m'a un petit peu donné le goût. Ça a été mes premières armes. Après, quand je suis allé au lycée, collège-lycée, c'était le lycée-collège Bertrand de Born de Périgueux. Et donc, dans ce collège-lycée, il y avait une CPE qui avait fait un club théâtre, puisqu'il n'y avait pas encore d'option théâtre au bac quand j'étais jeune. Et du coup,
avec cette activité-là, j'ai pris goût véritablement au théâtre et notamment au théâtre classique, puisque dans cette activité-là, on faisait plus de la comédie pour amuser les ruraux de mon village, on faisait un petit peu de tragédie ou de classique pour à la fois avoir un côté éducatif, c'était sûrement le but de la CPE, et en même temps donner goût au théâtre. Et c'est comme ça que j'ai découvert en fait le théâtre. Ok. Oui, parce que dès tes 9 ans, tu as commencé des études d'art dramatique. Alors en fait, mes études d'art dramatique, entre guillemets, je n'en ai pas faites réellement. D'accord. J'ai fait des études d'art lyrique au conservatoire. Et ce n'est pas à 9 ans que je les ai commencées, c'est bien plus tard. My bad. Les études d'art dramatique, en fait, je les ai faites au travers des cours privés que j'ai pu prendre ici et là avec des professeurs privés. Ouais. Et beaucoup d'instinct. Et beaucoup d'éponge. Qu'est-ce que j'appelle éponge? C'est-à-dire regarder comment font les autres, aller voir d'autres spectacles, parce que je ne connais pas de meilleur moyen pour progresser que de regarder les autres qui sont bons. Et c'est rigolo parce que ça s'oppose un peu à ce que je t'ai dit tout à l'heure. Est-ce que tu avais des exemples? Non, je n'avais pas d'exemple, mais dès que je jouais, j'avais tendance à boire beaucoup ce que faisaient les autres et ce que j'entendais des autres. Finalement, c'est ça l'apprentissage. Et j'ai fait le conservatoire, en effet, en art lyrique, mais là, ça viendra un peu plus tard dans mon parcours. C'est ça. Et est-ce que déjà à ce moment-là, donc très jeune, tu t'es dit c'est vraiment ce que je veux faire et je veux que ça devienne mon métier, ouais. Alors très jeune, non, ce n'est pas c'est pas là que c'est né. C'est né un peu plus tard. C'est né quand j'étais étudiant à la fac de Limoges. Cette forte envie, je dirais même irrépressible envie de faire ce métier. Quand j'étais jeune, j'avais envie d'être militaire. Pour tout dire, j'étais alors vraiment un petit garçon qui était bercé par ça. J'adorais les uniformes, j'adorais le côté martial. Je suis extrêmement patriote. J'ai un grand-père qui a été légionnaire d'honneur pour des faits de guerre importants, qui est ultra médaillé. Voilà, on est d'une famille un petit peu patriote, on va dire, et donc ça m'a bercé. Et c'était ce que j'avais envie. Mais le fait de me présenter en public a toujours été pour moi quelque chose d'agréable. Ouais. Et le fait d'être iconoclaste, d'être singulier, de ne pas ressembler aux autres, de ne pas ressembler aux autres. C'est ça qui m'a un petit peu porté dans ma vie. D'ailleurs, j'ai toujours été un petit peu ringard dans ma façon de m'habiller, un petit peu old school. J'ai vraiment par exemple, dans ma commune, il n'y avait qu'une activité sportive, c'était le foot. Ouais. Donc, j'ai bien essayé d'être joueur, sauf que j'étais libéraux, ce qu'on appelle libéraux, mais en tant que libéraux, je ne faisais que gueuler après les autres sans jamais toucher la balle. Et heureusement que je la touchais bien, parce qu'à chaque fois que je la touchais, c'était une catastrophe. Donc, comme mon papa était le manager de toutes les équipes de foot, d'ailleurs, qu'il y avait dans mon village, il y en avait beaucoup, entre les jeunes et l'école de foot et puis les adultes. Ouais. Finalement, j'ai décidé d'être arbitre de foot. Ok, voilà. Pas mal. Donc, j'ai glissé vers l'arbitrage. Ouais. Ça me singularisait une nouvelle fois. Ça me donnait des responsabilités, ça me rendait important. Ce qui est important quand on est jeune, c'est de se sentir utile, important, de s'ancrer dans la société. Et c'était le cas. Et ça m'a pas trop mal réussi puisque j'ai fini, avant de rentrer dans l'armée, j'ai fini jeune arbitre de la fédération. Ok. Ah oui. Donc j'ai arbitré des matchs importants, notamment la finale de la Coupe Gambardella pour ceux qui connaissent le foot. Voilà, c'est des choses importantes. J'ai été considéré comme un des meilleurs jeunes arbitres de la fédération, avec une récompense qui m'avait été donnée par Monsieur Vautreau à l'époque, qui était un grand arbitre international. Ouais. Voilà. Ok. Et pourquoi pas avoir fait de l'arbitrage ton métier alors? Alors oui, d'abord parce que ce n'était pas un métier. D'accord. Oui. Okay. À mon époque, ça n'était pas un métier, c'était une activité annexe à un métier. En revanche, en étant militaire comme je le serai plus tard, j'aurais pu le faire, mais là, il y a eu un électrochoc, il y a eu un catharsis qui s'est déroulé, dont on va parler certainement, qui a fait que j'ai pas continué au grand désespoir des gens qui avaient parié sur moi et sur cette carrière-là, parce que la façon dont j'étais lancé, avec des gens qui étaient qui créditaient ce que je faisais, comme Monsieur Escalette à l'époque, etc., qui était un responsable de la fédération, je pense que j'aurais pu, à condition de beaucoup travailler, j'aurais pu devenir arbitre international. Okay. Mais, il y a eu un catharsis qui a fait que je n'ai pas continué dans cette carrière-là, mais ça m'a beaucoup plu, j'ai beaucoup appris. Je gagnais de l'argent, ce qui était pas mal quand on est jeune, parce qu'à chaque fois que j'allais arbitrer des matchs, eh bien, j'étais rémunéré.
Et donc, j'ai jamais souffert véritablement, comme peuvent souffrir certains jeunes gens, du manque d'argent, parce que j'avais vraiment un argent de poche assez conséquent du fait de ce travail-là. Mais par contre, ça demandait beaucoup de travail. Être arbitre à haut niveau, c'est beaucoup de sport. C'est un sportif de haut niveau. Oui, c'est ça. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu ma première activité semi-professionnelle, on va appeler ça comme ça, qui m'a pris beaucoup de temps, qui m'a bien singularisé, parce que évidemment, dans le village, on m'appelait le petit corbeau, parce que les arbitres étaient noirs à l'époque. Je me rappelle très bien. Et dans le département de la Dordogne, évidemment, je suis devenu une micro-star de l'arbitrage, puisque moi, je suis devenu arbitre régional. Puis et dans la région, je suis devenu un arbitre fédéral, donc j'étais une micro-star de la région. Donc, évidemment, ça te gratouille l'orgueil. Et quand t'es jeune, tu en as besoin. T'as besoin d'avoir de la reconnaissance. Encore une fois, je le redirai jamais assez, mais de te construire sur quelque chose qui te semble être toi, surtout quand ta famille porte un nom qui est honorable, et quand tu as des parents et des grands-parents qui sont extrêmement charismatiques, eh bien, il faut absolument, à un moment donné, te détacher de ça et voilà, couper le cordon. Tu l'as senti, cette pression? Aujourd'hui, je pourrais dire que oui. À l'époque, je pense pas que je me suis déterminé par rapport à cette pression, et je n'ai pas eu de complexe par rapport à ça. Et ça m'a plutôt servi que desservi. Quand ta famille a une aura plutôt positive dans un village, que ton papa est premier adjoint du village, que ton grand-père tient le seul commerce du village, puis ton oncle, et puis qu'il y a une honorabilité à porter ce nom-là du fait du passé de tes aïeuls, je serais quand même vache de dire que ça m'a traumatisé, que ça m'a desservi. C'est quand même beaucoup plus facile d'être un Français de souche avec un grand-père récompensé, ancré dans la société avec un beau nom, que quelqu'un qui arrive expat, qui doit se construire de zéro et qui doit faire ses preuves. Il faut quand même remettre les choses dans l'ordre. Néanmoins, évidemment, il y a l'inconvénient de l'avantage, c'est que, il y a un moment donné, si tu veux pas être l'ombre de tes aïeuls, il va falloir te déterminer et voilà, te distinguer. C'est ça. Ok. Cette période d'arbitrage, c'était de quand à quand alors? C'est de l'âge de 15 ans à l'âge de 22 ans. Ok. Ah ouais, quand même pendant pas mal de temps. Oui. Okay. Oui, c'est une micro-vie professionnelle en fait. Bah ouais. Moi, je l'ai vécu comme une vie professionnelle parce que vraiment, ça a habité tous mes jours, toutes mes nuits. Je travaillais beaucoup sportivement. Je m'entraînais beaucoup. Ça représente quoi, s'entraîner beaucoup? Tous les jours. Tous les jours. Okay. Ouais, c'était quasiment tous les jours courir, et c'est pas seulement ça. Parce que en plus, quand tu es jeune, tu dois te construire musculairement, donc ça veut dire muscu. Et puis il y a toute une activité intellectuelle derrière l'arbitrage qu'on ignore. Okay. Il faut savoir parler dans 2 langues. Ouais. Il faut savoir disserter, puisqu'on a des dissertations à faire sur l'esprit, la philosophie du sport, et il faut connaître les lois du jeu parfaitement. C'était un livre entier à connaître parfaitement. Okay. Les avocats doivent me comprendre quand je parle, ou les juges. Ça veut dire qu'il faut connaître les lois du jeu par cœur et surtout savoir les appliquer en une fraction de seconde. C'est ça. Donc ça veut dire un entraînement et beaucoup voir d'autres matchs, d'autres arbitrages, aller voir d'autres situations. On avait des tests sportifs, intellectuels, de connaissances régulièrement 3-4 fois dans l'année, oui. Ok. Ah oui, c'est avec des stages réguliers, oui. C'est qu'on dirait pas. Enfin, sans offenser. Bien sûr. Non, l'arbitrage est. Alors en plus maintenant ils sont professionnels, donc j'imagine que c'est très pointu. Puis il faut imaginer que dès qu'on atteint un certain niveau d'arbitrage, il y a énormément d'argent derrière. Donc une décision peut faire basculer financièrement un club ou pas. Donc ça veut dire que il faut qu'elle soit la moins mauvaise possible, la décision. C'est clair. Siffler un penalty en finale de la Coupe de la Ligue, par exemple, faut Ce qui m'est arrivé moi en finale de coupe. En effet, de mettre un carton rouge, c'est-à-dire d'expulser un goal. Ok. Voilà. Donc, quand on expulse un goal, il faut vraiment être sûr de ce soir, je peux vous dire. Et de se faire insulter par toute la tribune. Mais ça, j'avais l'habitude. Mais c'est vrai qu'en termes de, enfin, je réemploie le terme pression, mais c'est vrai qu'un arbitre, pour le coup, il a énormément à faire sur un terrain, quoi. Ben, c'est exactement ça. Une décision comme ça. Oui, tu as raison. Le fait de savoir supporter la pression de la décision et d'être seul pour la prendre. C'est une grande école que l'arbitrage. Véritablement. Parce qu'en plus, nous, on s'imagine pas, mais j'arbitrais des jeunes de mon âge que je retrouvais parfois au lycée. Donc, il y avait certains derbys, je parle par exemple de Trélissac et Vert ou Bergerac, enfin pour ceux qui connaissent la Dordogne, ils vont vite comprendre, où j'avais des jeunes cadets qui avaient mon âge, qui avaient 15, 16 ans, puis des juniors plus tard à 17, 18 ans, mais que je retrouvais moi au bahut. Donc il s'agissait pas que je prenne une décision qui soit partiale, vous voyez. Il fallait ni partisane, il fallait vraiment
avoir une décision qui soit affublée de neutralité et la moins mauvaise possible. Parce que c'est toujours ça, le problème de l'arbitre. C'est qu'à un moment donné, on prend une décision immédiate, parfois pas toujours juste, et il faut savoir être le plus juste possible par rapport à ce qu'on a vu. Mais j'ai jamais eu de problème. Ni d'agression, ni de menaces, ni de tout ce que peuvent connaître certains jeunes aujourd'hui, que je déplore complètement, d'un harcèlement par exemple, etc. Jamais. Non, vraiment jamais. Peut-être parce que j'avais dans mes gènes, dans mon ADN, inscrit cette ce fameux patriotisme, cette rectitude que m'a enseigné mon grand-père, mon père, qui fait que on ne raisonne, notre raisonnement n'est pas mu par une quelconque influence du moment, mais par une espèce de envie de justice. Alors je dis pas qu'on est toujours juste, mais en tout cas cette envie de justice que j'ai toujours en fait. Cette envie-là, je l'ai toujours. Ouais. Mais c'est vrai qu'effectivement c'est une logique qui doit être, c'est hyper rapide. Enfin, j'imagine, c'est compliqué d'imaginer, mais j'essaye de me mettre à la place d'un arbitre et en fait, on voit des choses, c'est hyper, ça va hyper vite, quoi. Oui, ça va très vite et en fait, le but de la technique d'un arbitre, c'est de faire en sorte qu'il rencontre un maximum de situations intellectuellement pour que quand il la rencontre sur le terrain, il sache quelle décision prendre. Il n'en demeure pas moins que dans cette histoire-là, c'est l'entraînement, c'est le fait d'arbitrer le plus possible qui fait qu'on est rodé. Et puis, il faut avoir un œil et une grande condition sportive pour être le plus près de l'action possible et tenter de savoir vers où pourrait aller le match si on siffle ou si on ne siffle pas la faute. Parce que les arbitres anglais ou britanniques ne sont pas les mêmes arbitres que les arbitres français ou les arbitres italiens parce que le jeu n'est pas le même et qu'ils ont tendance, par exemple, l'arbitre anglais a tendance à beaucoup moins siffler que le ferait un arbitre italien ou sud-américain. Tout simplement parce que le jeu anglais est un jeu un peu plus physique où on laisse jouer. Voilà, tout ça. En fait, il y a des adaptations. Alors là, je parle d'arbitres internationaux que je n'ai pas connus moi, mais il n'en demeure pas moins que quand on est un arbitre de jeunes et qu'on arbitre des jeunes qui ont le même âge que vous, il faut avoir tendance à ne pas frustrer parce qu'on peut frustrer une personne dont on a sifflé une faute en sa faveur parce que il aurait pu quand même y aller, bien qu'il ait subi la faute. Donc, c'est là où c'est toujours un peu compliqué. Et puis ensuite, tenter de garder, parce que là, on a affaire, comme je vous dis, à des jeunes qui se côtoient, qui se voient la semaine, qui se chambrent toute une semaine pour se rencontrer le week-end. On va vous gagner, on va bien. Et puis, le week-end, c'est eux, ils se rencontrent là. Et puis là, ils ont fini de se chauffer, ils sont sur le terrain. Donc, c'est là où il faut être, vigilant. Parce que on a la santé des gens, au ras du sifflet. Et puis, alors, bien sûr, comme vous dites, comme je peux te dire, on n'a pas non plus au niveau où j'étais de somme folle en jeu, mais les enjeux psychologiques étaient importants. C'est clair. Et puis même pour une ville, le fait de gagner. Enfin, moi, je vois les enjeux aujourd'hui je suis pas un grand fan de foot, loin de là, mais quand je suis content que Paris gagne parce que je me dis économiquement et mentalement, ça fait du bien à tous les supporters et à la ville et voilà. Donc ça, il y a quand même quelques enjeux, quel que soit le niveau. De toute façon, c'est pas pour rien que les hommes, les femmes politiques s'intéressent de près au sport. D'abord parce que le sport est un élément de socialisation très important, un purgatoire de toutes les humeurs et les frustrations que l'on peut avoir dans la vie. Certaines personnes qui ont des métiers qui n'aiment pas peuvent par le sport s'émanciper et y trouver une façon d'être reconnus. Et aussi parce qu'il y a des enjeux, véritables enjeux économiques, psychologiques, sociétaux, qui ont un impact réel dans la vie des gens. Et n'importe qui a beau dire je n'aime pas le foot, je n'aime pas le rugby, je n'aime pas le tennis, je n'aime pas le vélo, mais ces grandes rencontres sportives ont un impact économique et psychologique important dans la société. Et moi, j'ai toujours tendance à mettre dans un même panier, aujourd'hui, le sport et l'art comme étant des socles essentiels de notre société, en tout cas du bien-vivre de notre société. Et on le sait aujourd'hui encore plus qu'hier, dans le moment où on ne peut pas le pratiquer comme on veut. Ouais, on est bien d'accord, on y reviendra sur cette partie-là. Retournons sur la vie artistique, même si tu viens de dire que les deux étaient faire le sport et l'artiste, voilà. Comment, parce que aussi, c'est vrai que j'avais vu que tu avais commencé en tant que baryton, léger, c'est bien ça. Tu sais plein de choses. Je me renseigne un petit peu avant quand même. Et donc, tu avais fait plusieurs rôles dans un répertoire d'opéra comique et d'opérette. Ça aussi, c'est arrivé comment? Est-ce que je vais trop vite dans la progression? Non, ou là, ça va? Pas du tout. Okay, et puis, très bien. C'est toi qui es maître. Oui, non, bien sûr. Qui est maître des horloges. En fait, c'est exactement comme ça que ça s'est passé. C'est qu'une fois que j'ai eu mon baccalauréat
très médiocrement, parce que je m'intéressais plus, alors pour le coup, au théâtre. Alors il y en a qui vont jouer au baby-foot. Moi, j'étais très mauvais au baby-foot. Encore une fois, j'adorais le flipper, mais j'étais très mauvais. Donc, je n'allais pas au bar du coin pour boire un verre. J'allais plutôt au théâtre, au cinéma, ce qui a fait que j'ai eu mon bac très laborieusement. Bon, bref, je l'ai eu. Ouais. Et là, un peu pour rassurer mes parents, pour me rassurer moi-même, parce qu'on dit toujours pour rassurer ses parents, mais c'est que soi-même, on est un peu aussi dans une hésitation. Hein, on ne fait pas que les choses pour ses parents. Je suis allé en fac de sciences à Limoges, parce que j'y avais été accepté. Et là, à Limoges, il y a eu ce que j'ai appelé, ce dont j'ai évoqué comme tout à l'heure, un catharsis. C'est-à-dire que à la fois, on découvre sa vie intime parce que on est seul, on ne vit plus chez ses parents quand on est étudiant. Alors c'est à la fois une liberté fondamentale et formidable. Faut se remettre dans le contexte où il n'y a pas de téléphone portable. Donc quand on appelle ses parents, c'est grosso modo une fois par semaine à la cabine téléphonique. Donc on est vraiment seul. Et là, on découvre à la fois les joies de la liberté, mais aussi on est confronté à la responsabilité de soi-même et de son emploi du temps. Ça n'a pas été brillant pour moi, parce que la fac étant un endroit où on a la possibilité d'être libre, moi, j'ai pas utilisé ma première année de liberté à étudier. Je l'ai utilisé plutôt à découvrir la vie. Je découvrais pour la première fois une grande ville, parce que Limoges, en rapport à Périgueux, était beaucoup plus grande. Et moi, j'étais vraiment enfant rural de la campagne. Mon papa était un artisan. Et je n'avais pas, je n'avais été à Bordeaux qu'une ou deux fois dans ma vie, et j'avais été en échange Bordeaux-Bristol, voilà, à l'étranger une fois dans ma vie. Donc les voyages et tout ça, ce n'était pas, c'est pas mon enfance. Mon enfance est plutôt rurale. Et donc là, à la fac, je découvre Limoges, donc je me découvre moi-même, avec tout ce que ça comporte de vicissitudes de fin d'adolescence et de début de vie d'adulte, que tout le monde comprendra. Et en même temps, je découvre ce qui va à la fois m'horripiler et me passionner. C'est-à-dire, il y a des choses que l'on découvre être des passions et d'autres que l'on découvre être des choses qu'on veut surtout pas faire. En plus, mon papa avait eu la bonne idée pendant toute mon enfance, enfin de l'âge de 12 ans jusqu'à ce que je sois étudiant, que tous les étés, je travaille dans son entreprise. Pour gagner quelques sous, pour gagner ma première mobilette, pour gagner... Alors au départ, quand on est jeune et étudiant, on a tendance à trouver que c'est très injuste de devoir travailler pour gagner de l'argent et que ton père pourrait te le donner sans avoir à monter baisser main. Sauf que j'ai découvert ce que c'était que de porter des plaques de plaque-au-plâtre, de travailler 8 heures par jour, de se lever à 6 heures du matin pour monter dans le camion, la tête embrouillée, et à 8 heures sur le chantier glacé, de devoir visser. Et encore, comme moi, c'était l'été, il n'était pas si glacé que ça. Mais l'hiver, bonjour, les ouvriers, ils savent de quoi je parle. De devoir visser des plaques de plaque-au-plâtre toute la journée et d'avoir des ampoules plein les mains, d'avoir le dos complètement en vrac alors que je suis jeune et que moi, je vois des plâtriers qui sont des talocheurs qui, à 40 ans, arrivent à peine à pouvoir se lever le matin. Voilà, j'ai connu ce qu'était vraiment le travail physique parce que mon père m'a amené à le connaître. Je lui en ai voulu sur le moment. Aujourd'hui, je lui en suis définitivement et à tout jamais gré, parce que j'ai su que quand on veut faire un métier qui te plaît, donne-t'en les moyens, sinon tu vas faire un métier qui ne te plaira pas. Parce que définitivement, je savais que travailler sur un chantier, ça ne me plairait pas, alors que je considère énormément la profession d'artisan et que on est en carence totale de métiers manuels aujourd'hui, pour la bonne et simple raison qu'on l'a beaucoup dévalorisé. Or, je n'ai jamais rencontré d'artisans qui soient dépressifs. Pourquoi ? Parce que ils ont toujours la sensation de commencer un travail et de le terminer, ce qui est rare dans le tertiaire. Il y a toujours une continuité qui fait qu'on n'a jamais fini. L'artisan, lui, il voit un travail fini. Il voit quand le tuyau et tout le circuit du plombier est terminé, que le WC a été réparé, que le mur a été monté, que le toit a été couvert. Il le voit. Et ça donne une satisfaction. Mais en revanche, il y a une difficulté physique qui doit s'accompagner véritablement d'un goût pour ça que je n'avais pas. Et j'adorais les ouvriers de mon père, vraiment. En plus, je travaillais parfois avec des ouvriers portugais et je vénère vraiment ce peuple, qui sont des gens extrêmement vaillants, sauf que comme ils étaient vaillants, ils considéraient que je l'étais aussi. Si bien que je peux vous dire que c'était dur de travailler avec eux. En plus, j'étais le fils du patron, donc évidemment,
Ils avaient pour mission de m'endurcir. Hein. Mon père les avait bien briefés là-dessus. Donc, mais ils étaient sympas, vraiment. Et comme j'étais quelqu'un de sympa aussi, ils avaient bien compris qu'il y avait un jeu entre eux et moi. Mais j'ai senti beaucoup de bienveillance, de gentillesse. D'ailleurs, c'est tous restés des gens que j'aime beaucoup et qui ont gardé, je pense, un bon souvenir de moi. Mais ça m'a fait découvrir, tout ça pour te dire, que ça m'a fait découvrir ce que je ne voudrais pas faire et donc l'énergie pour faire ce que j'ai envie de faire. Ouais. Donc me voilà à Limoges. Et là, comme j'avais une expérience théâtrale et qu'il y avait à Limoges un théâtre de grande envergure, ça s'appelait le Grand Théâtre de Limoges, je me suis dit pourquoi je n'irais pas me présenter pour gagner encore une fois 3 francs 6 sous en plus de l'arbitre que j'étais encore, en étant figurant. Ouais. Donc je vais alors là vraiment c'est au culot. Hein. Et donc vraiment parler de tes études de sciences. Ah voilà, voilà parce que j'ai été à fac, tu vois, ça paraît complètement annexe, mais j'y allais quand même pour faire des études de sciences. Voilà, de sciences et de biologie, géologie. Bon, bref. Et t'as choisi ça de manière totalement aléatoire? Non, parce que c'était le cours qui me déplaisait le moins quand j'étais au lycée. J'avais eu une prof qui était extraordinaire, que j'adorais, et bon, ça se passe toujours comme ça. Et donc tu choisis ta matière parce que t'aimais la prof avec qui t'étais. Bon, ok. Bref, donc me voilà en fac de biologie, géologie. Et donc, mais donc, pardon, excuse-moi, mais t'y allais sans grande conviction, en fait. Non, c'est ça. T'y allais parce que en fait, j'avais envie d'être prof. Ok, ça marche. J'avais envie d'être prof parce que c'était se présenter devant des élèves. Ouais. Et c'était donc une façon d'être mise en avant. Mise en avant. Alors aujourd'hui que j'en parle, évidemment, l'actualité. Il y a d'autres désagréments à être prof, voire voilà, bref. Mais c'est pas le propos. Mais ce que je veux dire, c'est que le métier de prof m'attirait parce que je trouvais que c'était super d'avoir toujours un public devant soi et de transmettre. Ouais. L'idée de transmettre. Ça, je trouvais ça super. Alors, je l'appelais pas comme ça à l'époque, mais l'idée d'être le maître à des élèves, j'ai toujours trouvé ça super. Voilà. En fait, j'ai toujours aimé mes profs, mes instits, parce que je trouvais que c'était fascinant de pouvoir enseigner, en fait. Okay. Donc, mon idée, c'était de devenir prof de bio. Voilà, ça, je me voyais avec ma petite sacoche tous les matins aller enseigner la biologie, géologie dans un lycée ou dans un collège. Vraiment, ça m'enchantait de pouvoir avoir cette carrière-là. Plus que d'être plâtrier. Et donc, me voilà à la fac de sciences dans cette perspective. Pas du tout d'être chercheur, mais d'être prof. Et donc, comme je te l'ai dit, je vais à au Grand Théâtre de Limoges pour devenir figurant. Et comme j'avais un petit parcours artistique, en ayant fait comme je te l'ai expliqué, du théâtre, et puis il faut savoir aussi que je savais lire la musique puisque j'avais fait 7 ans de piano. Là, je remercie ma maman qui m'a donné la possibilité de faire du piano, parce qu'à l'époque, quand on habite la campagne, c'était 3/4 d'heure de route pour aller au prof de piano. Hein. Donc, elle faisait ça tous les samedis, à m'amener 3/4 d'heure, à me ramener 3/4 d'heure, enfin, à passer 2 heures à m'amener à ma leçon de piano. Donc, merci maman. Et donc, là, je m'inscris et pourquoi, comment, je ne sais pas, quel a été leur critère. J'imagine l'ensemble de ces choses-là que je viens d'évoquer. Je suis pris. Donc, on m'annonce que je suis pris. Alors, je sais plus du tout comment on me l'annonce d'ailleurs. Sauf que au Grand Théâtre de Limoges, les productions théâtrales en soi arrivent toutes faites, donc il n'y a pas de figurants. Les seules productions pour lesquelles il y a de la figuration, c'est des productions d'opéra. Puisque l'Opéra de Limoges, et à l'époque, le directeur s'appelait Guy Condette, un chef d'orchestre. Le Grand Théâtre de Limoges produisait un certain nombre d'opéras par an, par saison. Je saurais pas dire combien, on va dire entre 6 et 10, on va dire, voilà. Et j'avais été pris pour 3 opéras où j'allais être figurant. Chanter ou pas, enfin, est-ce que... Et non, c'était pour être figurant. D'accord. Donc, figurant, c'est se taire c'est ça. Et jouer un personnage sur scène, quel qu'il soit, mais dans une masse. Ouais. Et j'ai commencé mon premier opéra. Alors là, pour le coup, je me rappellerai toute ma vie. C'est Norma de Bellini, dans lequel je faisais Hallebardier. Donc, c'est le fameux, vous savez, j'ai commencé ma carrière comme Hallebardier. Ben oui, moi, c'est vrai. Ma première scène professionnelle que j'ai vécue, c'était dans Norma de Bellini en tant que Hallebardier. Et il se trouve que, peut-être parce que j'étais périgourdin ou sympathique, j'en sais rien, parce que les périgourdins sont forcément sympathiques. En toute objectivité. Voilà, en toute objectivité. Je lie d'amitié avec le régisseur de plateau qui s'appelait Monsieur Mercier, tout un gros monsieur assez rigolard, très efféminé, mais très efféminé et très rigolo. Que se prenant d'affection pour moi, pour des raisons que je comprendrai plus tard, mais en tout cas se prenant d'affection pour moi, platonique, hein, bien sûr, il me présente à plein de gens en disant « Ah, regardez, le Périgourdin qui est là, il est sympa et tout ça ». Et là, je lie d'amitié avec les choristes.
Ok. Les gens du chœur. Donc, qui sont des artistes à temps plein, qui travaillent à l'Opéra de Limoges. Et je découvre une ambiance formidable. Et me voilà à Le Bardi un peu privilégié. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait une mission dans l'opéra à faire un peu plus particulière, où j'avais un tout petit rôle, ou porter une cruche, ou tenir une tiare dans la main, on demandait à ce figurant-là, c'est-à-dire moi, parce que soi-disant je savais lire la musique. Oui, rien du tout, c'est parce que j'étais sympathique et qu'on m'aimait bien. Donc, et du coup, là, pour la première fois de ma vie, je me retrouve comme porte aveugle. C'est-à-dire que le rôle du baryton était censé être un grand prêtre aveugle. Donc, il me mettait la main sur l'épaule et tout son air, il le chantait avec moi juste à côté. Puisque je jouais le porte-aveugle, vous savez, comme on peut l'imaginer. Et là, quand j'ai entendu ce type chanter, c'est-à-dire que sa voix, ce que ça me faisait dans mon corps, quand lui chantait, tout mon corps vibrait. Mais je dis, mais comment il fait ça, quoi? Ça m'a absolument fasciné. Donc ça a contribué à mon catharsis. Et je me rappelle encore de ce baryton. Je me rappelle plus du nom qu'il avait, un baryton basse. Ce dont je me rappelle, c'est qu'il avait 2 doigts coupés à la main gauche ou à la main droite, je sais plus. Et que comme il avait 2 doigts qui étaient coupés, l'autre main, il repliait ses 2 autres doigts pour que ça soit symétrique. Voilà, vous voyez ce que je demande. Alors le baryton dont je parle, il doit se reconnaître s'il m'entend, parce que il ne doit pas y avoir beaucoup de barytons basses dans la carrière qui avaient 2 doigts coupés. Une voix sublime, en tout cas avec l'oreille de néophyte que j'avais, qui me résonne, évidemment, comme il me tenait l'épaule avec ses doigts repliés. Et je dis, mais c'est pas possible, c'est bizarre qu'on puisse faire ça avec sa voix. Je comprenais pas comment c'était possible d'arriver à avoir une voix aussi puissante, aussi tonitruante, aussi profonde, aussi vibrante, aussi vibrionnante. Ça m'a bouleversé. Et comme j'étais copain avec les chœurs, pareil, je me suis retrouvé au milieu des choristes. Et là, je peux vous dire que vous retrouvez, quand vous êtes néophyte, au milieu d'un chœur professionnel de chanteurs qui se mettent à exhaler le son d'un chœur, surtout dans Norma de Bellini, où c'est des chœurs vraiment très qui s'expriment bien, très vocaux. Là aussi, ça m'a... Mais c'est pas possible. J'en pleurais à chaque représentation. J'avais les larmes aux yeux. Le mec qui tenait là le bar, il chialait comme un « Bonjour le guerrier ». Bref, du coup, j'ai dit « Tiens, je vais aller à côté ». Il y avait un petit conservatoire à Limoges, conservatoire municipal. J'ai dit « Je vais aller tenter de voir ce que ça donne ». Et toc toc, je frappe à la porte de la professeure de chant, qui s'appelait, je sais plus même, Marie-Vonne Jaffray, je crois. Oh là, je me rappelle plus. Et donc, elle me dit, ah ben très bien, jeune homme, allons-y, faisons quelques notes. Alors moi, je fais des notes comme on peut faire quand on ne sait pas chanter. Et puis là, elle me fait faire des trucs et des machins, et elle me dit, mais oui, c'est pas mal, vous avez un organe, bon, on part de zéro. Je partais vraiment de zéro. Mais, et là, j'ai découvert le chant, le chant lyrique. Et cette porte-là, quand on découvre le chant, c'est une porte qui ouvre toujours sur une nouvelle porte, qui fait que à la fois on avance artistiquement et psychologiquement. Et voilà une nouvelle activité qui allait me faire me rencontrer moi-même. Et au bout du 3e opéra, je me rappelle, c'est celui d'Aïda. Alors, je fais que des opéras péplum, hein. Évidemment, c'est là où il fallait beaucoup de figurants. Aïda de Verdi. Et là, à cette occasion-là, au bout des 7 représentations, je crois qu'on en avait donné 7, je rentre chez moi, il était 11h du soir. Ah non, c'était après-midi. Parce que la dernière était un dimanche. Je me rappelle très très bien. Je rentre chez moi. Et là, je suis dans ma chambre. Je vois encore l'image. Hein. Je peux vous dire que l'image est même en couleur dans ma tête. Donc, elle est encore prégnante. Je m'effondre sur le lit, les bras en croix, la tête en l'air, la tête levée. J'explose en larmes. Mais vraiment, j'explose en larmes. Et là, je prie, vraiment, au sens littéral du terme, je prie Dieu de me donner la chance de faire ce métier. J'ai encore une émotion qui monte de ce moment-là, en lui demandant de me donner la possibilité de devenir artiste et que je n'avais envie de faire que ça. Et là, pendant, je crois, un quart d'heure, 20 minutes, je dis, mais je peux pas faire autre chose, c'est pas possible. Ma vie redevenait nulle. Le jour où l'opéra s'est arrêté, ma vie redevenait nulle. Et je me suis dit, mais demain, je reviens à la fac, mais vu ce que je viens de vivre, c'est pas possible.
qu'est-ce que je vais faire? Enfin, c'est pas possible, quoi. Ça devenait impossible de vivre. Je me suis dit, non, mais voilà. Ça a été un catharsis. Évidemment, comme tout catharsis, le lendemain, ça va mieux, on repart à la fac et on se raisonne. Mais j'avais l'impression que ma vie s'était arrêtée ce jour-là pendant quelques heures et qu'elle ne reprendrait jamais que si je faisais ça. Donc ça a été le premier déclencheur. Et ensuite, il y a eu un deuxième déclencheur, toujours à la fac. Alors là, je m'en rappelle aussi très bien. C'est un monsieur qui s'appelle Bernard Desballes, qui est un professeur de physiologie animale, qui était aussi président de la Ligue des droits de l'homme. Un monsieur incroyable qui, à la fac, des fois, arrêtait son cours et faisait un cours de vie. Il nous a appris à mettre un préservatif sur une banane pour apprendre comment ça se passait. Il nous a montré aussi des photos de fumeurs un jour, d'organes de fumeurs pour dire, ben voilà, au moins si j'en ai au moins dans la salle, dans l'amphithéâtre, si j'en ai 2 qui arrêtent de fumer suite à ça, j'aurais au moins sauvé la vie de 2 jeunes. Un jour, il y avait une fille voilée, enfin, il y avait 2 filles voilées, et on n'était pas du tout dans le problème des enfants voilés, des filles voilées. C'était pas encore la mode, hein, vous savez, dans les années 80, il n'y avait pas ce problème-là encore. Ouais. Il a dit aux 2 filles, venez avec moi. Et lui, il s'est voilé avec son écharpe. Et il a dit, tant que ces 2 filles seront voilées, je ferai court, moi, voilé avec mon écharpe. Alors, je peux vous dire qu'aujourd'hui, il le ferait, ça ferait, voilà. Compliqué, bon. Ouais. Mais, il voulait démontrer que, lui, il avait pas envie de voir des gens dont le visage était masqué. En face de lui, comme il était président de la Ligue des droits de l'homme, j'imagine qu'il y avait un message derrière sur le droit de la femme. Ouais. Bref, voilà. Et le DUG que j'ai eu donc en 3 ans, puisque ma première année, comme je t'ai confié, ma première année a été une année de fête et de découverte de la vie. Pas très studieux. Après la deuxième, j'ai rattrapé la première, et la 3e année devenait ma 2e année de DUG. Et donc, examen de fin d'année, et Monsieur Desballes, que j'affectionnais vraiment par-dessus tout, dit, écoutez, je donne le choix à tout l'amphi, soit vous passez l'examen de physiologie animale à l'écrit sur contrôle des connaissances avec un examen normal, conventionnel, je vais dire, soit vous passez à l'oral devant tout l'amphi. On était 3 à avoir choisi l'oral devant tout l'amphi, dont je faisais partie, évidemment. Et j'avais pris, à l'époque, je me rappelle encore très bien, du mécanisme de l'appétence, la physiologie de l'être humain avec les mécanismes de l'appétence. Bon. Je passe, et il avait, je me rappelle, un énorme réveil à côté de lui. On avait 20 minutes pour faire son exposé, et au bout de 20 minutes, le réveil sonnait, et en fonction de ce qu'on avait évoqué pendant les 20 minutes, il nous attribuait une note. Ouais. Je démarre mon exposé, ça se passe plutôt bien. Et j'avais prévu 20 minutes d'exposé et je m'étais entraîné à avoir quelques rhodoïdes. Alors les rhodoïdes, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était des transparents que l'on mettait sur un espèce de une grosse lumière projetante qui projetait contre le mur. Okay. Aujourd'hui, ça n'existe plus du tout, mais moi j'ai connu ça. Ouais. Moi aussi, pour le coup. Ah bon, très bien. Alors, au collège. Je te pardonne alors. Mais... j'ai connu ça aussi. Tu n'es pas complètement déconnecté de mon passé. Et donc, j'avais prévu quelques rhodoïdes, tout ça. Et j'avais prévu des traits d'humour. Je le saurais en étant prof de prise de parole en public que l'humour fait partie de ce qu'il faut faire dans une prise de parole, mais en tout cas j'avais prévu. Et me voilà parti. Et donc là, petit à petit, je gagne mon public, qui n'était pas censé être un public. Je suis censé être des étudiants qui t'écoutent parler et Monsieur Desballes qui était là pour te noter. Et puis, j'attendais que ce putain de réveil sonne. Donc, au bout d'un moment, j'avais presque fini mon propos. Voyant que le réveil n'avait pas sonné, je dis, merde, j'ai fait un peu court. Donc là, je brode. Mais je brode, c'est-à-dire que je monte jusqu'en haut de l'amphi, je saute sur les tables, je fais cachou la jaunie, la publicité à l'époque qui évoquait le cachou pour montrer que les formes pulpeuses d'une bonne femme à la télé pouvaient engendrer l'appétit, enfin, etc. Okay. Me voilà l'amphi mort de rire au bout de mon exposé, tout le monde sous la table évidemment, et Bernard Desballes sous son chapeau, parce qu'il avait toujours un chapeau, rougeau parce qu'il aimait bien boire et manger, semblait étouffer des rires, mais bon, je n'osais trop le regarder, évidemment, et je continue, puis au bout d'un moment, je suis à court de propos, parce que quand même, il faut avoir un propos, donc je dis, voilà, j'ai terminé en pensant ne pas avoir tenu mes putains de 20 minutes. Là, silence. Après que tout le monde se soit tu de terre. Donc, Bernard Desballes regardait derrière l'amphi, regardait tous les élèves en train de se marrer. Et puis, au bout d'un moment, il dit, bon, ça y est, vous êtes calmés, tout le monde a bien rigolé. Alors, je dis, oh putain, je pense que je vais prendre cher. Changement de température. Bon. Et il commence comme ça, il me dit, bon, Viton, vous avez fait 3/4 d'heure. Il dit, mais on n'allait pas se priver de ce spectacle, me dit-il comme ça. Bon. Alors déjà, là, évidemment, comme lui aussi aimait bien son public,
il y va, il prend sa revanche. Il dit, alors on va faire un échange, tous les deux. On va faire un compromis. Je vous propose de vous mettre 20, me dit-il, 20 sur 20. Ouais. Alors déjà, j'entends ce 20 sur 20. Pour moi, ça voulait dire mention. Ouais. Mais en contrepartie de quoi, vous allez me jurer quelque chose sur votre honneur. Donc, il avait compris que mon honneur avait de la valeur, j'imagine. Je ne me connaissais pas plus que ça, mais bon, bref, peut-être qu'il m'avait cerné. Vous allez me jurer sur l'honneur que vous allez quitter les sciences. Ah bon, je dis, ah bon, pourquoi? Mais vous allez vous emmerder toute votre vie, me dit-il. Il dit, qu'est-ce que vous foutez là? Mais qu'est-ce que vous foutez dans les sciences? Mais c'est pas pour vous, du tout. Il me dit, vous devez faire n'importe quoi d'autre, mais pas les sciences. Vous allez vous retrouver dans des laboratoires au mieux avec des gens qui sont des scientifiques, qui ont envie de faire des recherches, qui sont des gens plutôt taiseux, plutôt concentrés, et vous allez foutre un bordel immonde dans un ou alors vous allez être prof et vous allez faire que rire vos élèves finalement qui n'apprendront rien avec vous, et puis vous allez vous emmerder parce qu'il dit moi je le vois avec mes élèves, je m'emmerde. Et puis, évidemment il fait son sketch. Bref. Bon, je lui dis, oui, d'accord. Évidemment, pour avoir un vin, j'étais prêt à tout. Vous voyez où l'orgueil s'arrête, hein, où l'honneur s'arrête. Je lui dis oui. Et donc, j'ai 20. Ouais. Donc, mention à mon Doug. Et du coup, je peux aller en licence à Bordeaux, puisque ça se passait comme ça, en 3e année. Et là, ces 2 catharsis successives dont je vous ai parlé, donc le fameux fait d'Aïda et ce fameux Bernard Desballes, dont je me rappelle. Là, je me retrouve à Bordeaux en licence, avec un seul de mes camarades qui venait de Limoges. Et je commence le 1er mois. Alors là, en licence, ça rigole plus, quoi. C'est-à-dire qu'on s'est spécialisé. Moi, je m'étais spécialisé en géologie. On n'a que des travaux dirigés, on avait quasiment que des travaux dirigés et très peu de cours magistraux. Et me voilà un jour, au bout d'1 mois, dans une salle de travaux dirigés où on était une petite vingtaine, à dessiner une coupe topographique sur un papier millimétré avec à côté de soi une montagne plastifiée, vous voyez, où il y avait tous les repères sur la montagne, et on devait repérer sur cette montagne plastifiée certains endroits que l'on devait répercuter sur le papier millimétré avec les couches géologiques. Bon, bref, c'est très technique, mais ceux qui font de la géologie me comprendront. Et là, avec mon petit crayon à papier, mes petits codes couleurs pour repérer le calcite, le calcaire, l'argile, le machin, les hauteurs, un truc ultra précis, ultra technique, ultra fastidieux. Je relève la tête. Encore une fois, ça c'est un épisode dont je me rappellerai toujours. Et ça, ce sera le 3e et dernier catharsis. Je relève la tête et je vois ma vingtaine de camarades, dont le seul copain qui venait de Bordeaux, qui était à côté de moi, en train de faire soigneusement cet exercice. Et là, je me dis, mais je vais pas faire ça toute ma vie. Là. Ça va pas. Là, au bout d'1 mois, je m'emmerde 100 sous de l'heure. Ouais. Et me revient la fameuse phrase de Bernard Desballes, de mon professeur de physiologie, au moment où j'entends les cloches derrière moi, c'est drôle. Me revient cette phrase en disant, mais Viton, il faut que vous quittiez les sciences, vous me le promettez, parce que vous allez vous emmerder toute votre vie. Et là, ça prend vraiment son sens. Je comprends. Vous savez, vous avez beau avoir un maître qui vous enseigne quelque chose, il y a des moments, il faut un peu de temps pour l'intégrer et une expérience pour le digérer. Bien là, voilà. Elle est là. La fameuse expérience. Ce jour-là. Et là, je vous promets que ça s'est passé de la façon suivante. Je prends mes crayons, je les mets dans ma trousse, je mets ma trousse dans mon sac, je prends mon sac et je sors du cours, sans rien dire à personne, en plein milieu du cours. Le professeur me regarde, intrigué. Tiens, qu'est-ce qu'il fait? Bon, on est en fac, on est en 3e année. Il y a une espèce d'autonomie, de sagesse qui fait que si l'élève sort, c'est qu'il sait pourquoi il sort. Mais sans m'excuser, rien. Et sans même parler à mon camarade en question. Et je vais au petit appartement que mes parents avaient la gentillesse de me payer, puisque j'avais quand même pas l'argent pour me loger. J'avais l'argent pour payer tous mes faux frais, mais pas pour me loger. Donc merci à papa, maman d'avoir payé ça, entre autres. Et je m'enferme dans l'appartement, je pense, j'ai souvenir d'une semaine, 15 jours. C'est-à-dire que je ne descends que pour aller faire 3 courses et je renferme. T'étais déjà en confinement, en fait. Ouais, je me suis fait un confinement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que comme on était en début d'année, les camarades ne savaient pas où était mon appart. Ouais. Et comme on n'a pas de téléphone portable, on ne peut pas m'appeler. J'ai pas de téléphone dans le truc. Donc, je disparais. Ouais. Aux grandes dames de mes camarades
qui me savent pas si j'ai disparu définitivement. Bon, ils pensent que j'ai abandonné, mais le copain que j'avais qui venait, lui, il était un peu inquiet parce que je le voyais plus, il me voyait plus. Bon, il s'est dit peut-être qu'il est malade, peut-être qu'il a la grippe, que sais-je. Et mes parents, c'était pas anormal que je ne les appelle pas de 15 jours, ça arrivait, puisque c'était par cabine téléphonique, voilà. J'étais pas rivé à la cabine téléphonique tous les soirs. Et là, je comprends qu'il faut que je trouve une autre solution. Au bout de 15 jours, j'ai pris une décision. Je la mets en œuvre. Donc là, je reviens, mais je ne vais plus en cours. J'explique à mon camarade que je ne viendrai plus en cours. Ah bon, très bien. Qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas. Je suis en train de réfléchir, tout ça. Et au bout d'un moment, j'appelle mon père. Alors, j'arrive plus à avoir le détail du nombre de semaines qui ont passé, sans que je dise rien. Et j'appelle à la maison et c'est mon père qui décroche. Et je lui dis, voilà papa, il faut que je t'annonce quelque chose. J'ai décidé de faire artiste et d'arrêter à la fac. Et là, mon père me rapporte cette phrase que je m'amuse souvent à répéter parce que c'est vrai que c'était une phrase rigolote. C'est une très bonne idée. Je te coupe les vivres. Parce que pour lui, si j'étais pas étudiant, il avait aucune raison de me payer mes études. Et que si je voulais faire artiste, j'avais qu'à me démerder. Mais comme j'avais pressenti que cette réponse serait la suivante, parce que fils d'artisan et de tout ce qui s'était passé avant, et puis j'étais à la période où un garçon est en conflit avec son papa, ce qui n'est plus du tout le cas maintenant, ça serait plutôt l'inverse, ça serait plutôt aujourd'hui mon demi-dieu. Mais bon, c'est les étapes normales, entre guillemets, psychologiques d'un garçon. À l'époque, j'étais un peu, il m'énervait, voilà. Et je devais l'énerver en contrepartie, je pense, grave. Eh ben, je lui dis, mais papa, il y a pas de problème. J'ai prévu. J'ai passé 2 concours. Non, 3. J'en ai passé 3. J'avais passé 3 concours, donc la police, l'armée et la NPE à l'époque. C'est-à-dire le Pôle emploi d'aujourd'hui. Pas pour devenir chômeur, hein. Ouais, pour vraiment travailler là-bas. Pour devenir agent de la NPE. La blague aurait été bonne pour le coup. Oui, pour être chômeur, c'est un peu plus simple de le devenir, c'est moins simple de le vivre. Exactement. Mais en revanche, voilà. Vous allez rigoler, mais j'ai pas eu celui de Pôle emploi. Ah ouais. Comme quoi, c'est plus compliqué d'être agent NPE que d'être policier ou militaire. Non, en fait, je pense que c'est tout simplement les matières ne me correspondaient pas. C'était des matières plus littéraires que scientifiques et j'étais plus scientifique que littéraire. Et donc, j'ai 2 concours, la police et l'armée. Mais dans celui militaire, j'ai fini major du concours. Donc, je décide d'aller plutôt vers celui de l'armée. Et je dis à mon père, mais j'ai tout prévu, papa, je rentre à l'armée au mois d'avril. Là, j'entends ma mère qui effondre en sanglots, s'effondre en larmes. Parce que, évidemment, pour eux, comme j'avais été en fac et que personne autour d'eux n'y avait été, j'étais le plus grand cerveau que la Terre puisse porter. Sauf que moi, j'étais un des plus médiocres de la fac, mais quand on n'a pas de référence, on peut savoir. Il n'y avait pas beaucoup de gens de ma petite commune qui allaient à la fac encore à mon époque. Moi, j'y allais. En plus, j'étais en licence, donc imaginez. Et ma mère, donc pour elle, c'était une catastrophe, évidemment, et je la comprends. Et pour mon père, bon, très bien, tu vas devenir militaire. Finalement, c'est dans les fibres familiales. Lui déplorait de n'avoir pas pu l'être puisqu'il m'avait eu trop jeune, à l'âge de 18 ans, donc il n'a pas pu faire son armée. Ouais. Donc du coup, voilà comment je me retrouve au mois d'avril, élève sous-officier à Saint-Mexan, école des sous-officiers. Et qui restera pendant 5 ans pour le coup. Alors je resterai à l'école des sous-off pendant les temps des classes et après je serai 5 ans militaire. Ouais, exactement. Okay. C'est ça. Et en parallèle d'être militaire, est-ce que tu continues le théâtre aussi parce que pour le coup, tu avais prévu effectivement le fait que les livres soient coupés. Mais voilà, les différents déclics que tu as eus, c'était quand même pour aller vers, j'imagine, ce côté artistique. C'est ça. Et alors, quand je vous dis que j'ai jamais manqué d'argent, c'est assez amusant parce que, donc, d'abord, bon, j'ai eu des parents qui subvenaient à mes besoins très largement, quelles que soient les vicissitudes qu'ils ont pu rencontrer dans leur métier. J'ai jamais eu la sensation de manquer, juste de devoir compter, ce qui était à peu près normal. Mais ensuite, j'ai été arbitre, donc j'avais mon argent de poche. Je n'avais pas besoin de demander d'argent de poche à mes parents. Ils ne subvenaient qu'à mes besoins nourriciers, c'est-à-dire être chauffé et avoir un appartement et avoir à manger. Encore que à manger, je me payais souvent mes restos, mes machins, avec mon argent de poche. Bon. Ouais. Et ensuite, quand je suis rentré à l'armée, j'ai eu tout de suite un salaire.
Ok. Parce que quand on est élève sous-officier, on a tout de suite un salaire, sauf que comme on est nourri, logé, blanchi, on le dépense pas. Donc d'un seul coup, j'accumule un peu de sous sur un compte, alors que voilà. Mais c'est la vie d'un militaire, c'est que d'un seul coup, comme il donne sa vie à sa patrie, sa patrie le récompense légèrement. Et ensuite, quand tu es sous-officier, j'avais un excellent salaire dès le départ, ce que je considérais à l'époque moi comme un excellent salaire. J'avais, je me rappelle, mon premier salaire 7000 francs par mois, ce qui était un bon salaire pour l'époque. Et donc, jamais manqué d'argent. Bon, ça, c'est la première chose. Mais j'avais quand même dans mon esprit que je rentrais dans l'armée pour pouvoir payer mes études artistiques. C'est ça. C'était loin d'être gagné. Ouais. Parce que quand on rentre à l'armée, quand même, on passe beaucoup de temps à l'armée. J'imagine. Donc, autant vous dire que pendant les classes, j'ai pensé que j'allais oublier ça. Sauf que, je vous le donne en mille, sur le bataillon, qui est-ce qu'on fait élève chant bataillon? Viton, évidemment, parce qu'il connaissait la musique, il avait connu un peu. Alors je faisais rire tous mes camarades parce que je chantais un petit peu comme un baryton, puisque j'avais pris quelques cours de chant déjà à la fac de Limoges. Donc ça faisait énormément rire quand les commandos partent pour l'aventure avec une voix un peu lyrique. Alors là, tout le monde était mort de rire. Mon capitaine me ramenait un petit peu la réalité quand il fallait. Sauf que du coup, il m'a quand même confié les clés de du chant du bataillon, parce que le chant à l'armée est très important. Ça fait partie d'une activité qui structure notre vie, comme le sport, comme la discipline. Le chant fait partie de ça. On ne se déplace jamais qu'en chantant. Quand on se déplace au pas, etc. Pour justement les troupes qui se déplacent sans chanter, c'est des troupes qui sont en deuil. Donc le chant fait partie véritablement de la vie. Donc il fallait apprendre c'est moi qui apprenais en premier les chansons qu'on devait apprendre aux autres, etc. Évidemment des chansons martiales, mais et puis en plus l'abbé, puisque pareil la religion dans l'armée a une importance et on comprend pourquoi, puisqu'on côtoie la mort. En tout cas c'est notre métier de la côtoyer et de l'envisager. Donc on envisage la mort, on envisage ce qu'il y a derrière, parce que sinon ça devient un peu compliqué. Et donc je suis devenu aussi élève chant de la paroisse, de militaire, etc. Et du coup d'une 300 puisque le bataillon comprenait à peu près 300 sous-officiers en gestation. Donc je deviens élève chant des 300. Ok. Donc, bon, encore une fois, j'ai une micro-responsabilité. Tout le monde m'appelait baryton, parce que tu sais, on a tous des surnoms à l'armée. J'étais donc pas viton, mais baryton. Voilà, même l'officier supérieur, un jour m'appelle dans les rangs. Bon, baryton sort des rangs, donc c'était drôle, tout le monde mort de rire. Bon, bref, vraiment, c'est l'armée. Hein. Mais je préférais qu'on m'appelle baryton que salopard ou gros con ou imbécile, que d'autres avaient comme sobriquet. Ou grand flandrin, ou grand denouille, ou que sais-je. Parce que les grands, on les déteste et les petits, on les adore. C'est comme ça à l'armée. Bon, bref, allez savoir pourquoi. Bref, toujours est-il que du fait de ça, du fait d'être élève chant bataillon, il y a une note. Pourquoi je vous parle de ça? Oui, parce que il y a une note que l'on donne à la fin des classes qui s'appelle la note de gueule. En fin de compte, cette dénomination détermine la propension ou la capacité à diriger ses congénères et à les mener. Puisqu'il faut avoir une certaine force de persuasion pour amener toute une petite troupe à aller se faire dézinguer. Parce que quand même, c'est le principe. Ou en tout cas, à aller défendre quelque chose. Et cette note de gueule est très importante puisqu'on lui conférait à l'époque, je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, un coefficient qui était important, je ne me rappelle plus de combien, qui déterminait un classement. Et donc, à la suite de ce classement, on choisit son arme. Là, on est à Saint-Mexan. Et donc, moi, comme je m'étais engagé au titre de l'administration militaire, l'arme qui était la plus prisée de ceux qui s'étaient engagés au titre de l'administration était le commissariat, puisque le commissariat est le corps qui contrôle l'administration militaire en général. Donc, c'est le sommet du sommet de l'administration militaire. Et il n'y a que 3 postes. Ok. Voilà. Il n'y avait sur les 300 que nous étions que 3 postes qui s'ouvraient pour le commissariat. Et à l'armée, c'est comme ça. T'es premier, t'as 300 choix. T'es deuxième, t'en as 299, etc. Comme dans les écoles de commerce, j'imagine, ou dans d'autres écoles. Je confirme. Donc là, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, je finis second grâce à cette note de gueule qui a évidemment écœuré tous ceux qui étaient des vrais bons militaires, qui étaient des vrais bons musclés, qui allaient vraiment aller se fighter, qui avaient démontré une force de commandement extraordinaire. Moi, j'avais jamais eu à le démontrer véritablement, sauf par le chant. Sauf que les officiers avaient vu au travers cette activité-là ma capacité à être un leader et que
comprendrai plus tard et encore aujourd'hui en étant directeur de théâtre. Ouais. Et donc ce leadership, il avait dénoté. J'avais eu une excellente note, quasiment inatteignable, puisque j'avais eu 14 sur 20 et que les meilleures notes tournaient autour de 10-11. Ok. Et j'étais le seul à avoir eu 14,5. Et il y avait un autre qui avait eu 13. Voilà. Et tous les autres avaient 10, 11, 11, 9, 8 et c'était des bonnes notes. Ouais. Alors, je vous dis pas, hein, les anciens copains, ils étaient complètement catastrophés que ce pauvre Vuitton, qui ne pensait qu'à chanter, puisse avoir 14,5. Bon, on comprendra pourquoi plus tard. Et donc, ce qui a permis que je fusse deuxième. Le premier était une fille devant moi. D'accord. Sergent Charon, dont je me rappelle avec beaucoup d'affection, parce que c'est une fille super, un petit bout de femme incroyable, qui a été même officier après, qui a gravi des échelons. Et donc, elle aussi, c'était une fille incroyable et elle méritait d'être première. Moi, je méritais peut-être pas d'être deuxième, mais bon, c'est comme ça. Ils en avaient décidé ainsi. Du coup, j'ai pu choisir le commissariat. Ok. Et me voilà à Auch. Ouais. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'à Auch, il y avait une grande activité artistique, parce que Auch était l'école du commissariat en France. ENSOCAT s'appelait, l'École nationale des sous-officiers du commissariat d'armée de terre. ENSOCAT. On adore les acronymes dans l'armée. Et donc, me voilà à Auch, et là, je rencontre, je fais 2 rencontres. Mon premier professeur de chant véritable, en dehors de ceux que j'ai rencontrés à Périgueux et à Limoges, où là, j'ai eu une véritable, qui s'appelle Christian Nadalé, une véritable rapport de maître à élève. C'est-à-dire, non seulement il m'apprend le chant, mais tout ce qui va avec. Donc, en marge de mes activités, et là, comme je devenais étudiant dans le commissariat, le soir, j'ai plus rien à faire, donc il faut que je m'occupe, et je vais chercher du renseignement pour prendre des cours. Et donc, il me forme, lui, véritablement vocalement. En plus, lui, c'est un baryton aussi, alors un beau baryton, un baryton lyrique. Et il me forme, mais il me forme aussi spirituellement. C'est-à-dire que je rencontre avec son épouse, je me rappelle, ce sont 2 êtres merveilleux, solaires, extraordinaires, et il m'apporte énormément à cette époque. Il me donne beaucoup en termes de stabilité psychologique, en termes de stabilité, m'apprend les arcanes du métier, parce qu'eux-mêmes sont dans le métier. Puis lui, c'est un excellent enseignant de chant, et tout le monde ne l'est pas. Véritablement excellent. Si bien que j'arrive à faire mes premiers petits concerts, alors que je suis toujours militaire. Ouais. Et là, c'est pareil, à l'ENSOCAT, donc à l'école du commissariat, qui dure beaucoup moins. Nous sommes 40 par promotion, et il y a un seul poste qui s'ouvre pour une grande ville où il y a un conservatoire, dont Bordeaux. Ouais. Donc, Bordeaux. Donc, il faut que je sois premier sur les 40. J'ai pas le choix. Parce que d'autres derrière veulent une grande ville, puisque c'est pareil. Plus tu es dans une grande ville, plus tu as des chances de promotion. Donc, dans l'idée, quand tu es militaire, il faut que tu te rapproches du bon Dieu pour pouvoir espérer pouvoir avoir des promotions. Et donc, je me dis, putain, j'ai pas le choix, parce que moi, mon idée, c'était pas la promotion interne, c'était d'avoir un conservatoire pas loin. Et un conservatoire costaud. Or, toutes les autres villes, on le sait, les casernes sont souvent dans des villes de taille moyenne ou petite, les casernes en France. Et donc, avant de passer cet examen, qui décidera, et vous allez voir dans quelles conditions, assez rigolotes, je vais chanter mes premiers concerts, dont un à l'abbaye de Flaran, qui est une très belle abbaye du Gers. Et on me dit, juste avant le concert, il y a soi-disant dans la salle une grande diva. Bon, moi, je suis encore un peu néophyte dans ce métier, très bien. Je chante, comme je chante le mieux possible, le mieux que je peux à cette époque-là. Ouais. Et je suis dans la sacristie qui nous sert de loge. Et là, entre une dame, et la sacristie s'arrête de vivre au moment où cette dame entre. Vraiment, je sens une espèce de fébrilité générale à croire que la Madone était rentrée dans la sacristie elle-même. Une dame très bien coiffée, extrêmement bien coiffée, à l'air un peu sévère, le nez légèrement busqué, vraiment une grande distinction, mais un petit air cruel, un petit regard cruel. Et elle se retourne, elle balaye du regard l'ensemble de la communauté qui se trouvait dans cette loge, qui venait de chanter, et son regard s'arrête sur moi. Hasard ou nécessité, j'en sais rien, en tout cas, elle s'arrête sur moi. Et là, elle vient vers moi. Donc vraiment le silence dans la loge. Ouais. Et elle me fait « Jeune homme, je voulais vous rencontrer. C'est très bien ce que vous faites. » Et moi, je lui réponds cette phrase banale. « Merci, c'est gentil. Ouais. » Et là, je la vois se raidir, un air vraiment sévère, me fusiller du regard, elle dit « Non,
vous me connaîtriez, vous sauriez que je ne suis pas gentille. Et sur ce, elle se retourne, elle rejoint la porte, et juste avant de passer à la porte, elle me dit « Je veux vous voir tout début septembre dans ma classe au Conservatoire de Bordeaux. » Bon, mais je savais pas qui c'était, moi. Et là, tout le monde qui a entendu ça vient vers moi, jaloux ou heureux, enfin j'en sais rien, me dit « Mais tu sais qui c'est ? Mais tu sais qui c'est ?» Je dis, « Mais non, je ne sais pas. » Et il se trouve que c'était une diva qui s'appelle Maddy Mesplé. Et pour les férus d'opéra de l'époque, Maddy Mesplé était une star internationale ultra connue, ultra populaire, qui faisait partie des plus populaires stars françaises et qui avait en effet une classe de chant au Conservatoire de Bordeaux. Donc, je vois cette porte s'ouvrir, j'en parle à mon prof de chant qui, lui, s'assoit et me dit ça. C'est pas vrai, c'est vrai, elle t'a dit ça, mais il faut absolument qu'on prépare, on va préparer, on va te préparer, etc. Mais il fallait que je sois muté à Bordeaux. Effectivement, Et donc, il y a là un coup du sort, comme j'en ai eu quelques-uns. Je suis, mon meilleur ennemi dans la promotion, on en a toujours un, vous savez, dans tous les films, les séries, etc., il y a toujours celui qui vous détestez, mais qui en même temps est celui qui vous motive. C'est comme dans Harry Potter avec ton ennemi, voilà. Mais moi, c'est pareil. J'en ai un qui s'appelle le sous-officier Petit. Il s'appelle Petit. Il se reconnaîtra s'il m'entend. Avec qui j'avais des rapports sympathiques, sauf qu'il était très doué. Et lui aussi voulait Bordeaux. Et lui ne le sait pas, cette histoire. Mais il se trouve que j'étais affecté dans le groupe qui devait passer en premier. Il y avait 2 groupes pour passer les épreuves, dont une épreuve qui comptait énormément, c'était l'épreuve de contrôle de comptabilité, puisqu'on était censé travailler dans le commissariat, donc contrôler la comptabilité, et qui avait un fort coefficient qui pouvait être déterminant pour le classement. Donc j'étais censé passer dans le groupe du début de matinée, et lui passer dans le groupe de fin de matinée. Et puis il me dit, j'ai un train à midi, et comme l'épreuve devait finir vers 13h ou 13h30, est-ce que ça t'ennuie pas, me dit-il, de passer au début? Évidemment, mon premier instinct, quand je pouvais pas le blairer qu'il était trop fort, mon premier instinct aurait été de lui dire non. Mais là, je ne sais pas pourquoi, j'ai dû avoir un élan compassionnel, je sais pas, ou peut-être, que sais-je, mon ange gardien. Peu importe, je lui dis oui. Et donc, me voilà dans le deuxième groupe. Et donc, pendant que le premier groupe passait, c'est pour ça que c'était pas agréable, le deuxième groupe devait attendre dans une salle d'études que le premier groupe passe, puisqu'on passait la même épreuve pour que ce soit juste. Et sauf qu'à un moment donné, comme ça peut arriver, je vais aux toilettes. Et lui sort de l'épreuve un petit peu avant, se trompe de côté pour sortir, puisqu'on devait sortir à droite pour pas croiser les études de ceux qui étaient à gauche, et va aux toilettes à gauche. Et nous voilà tous les deux en train de tenir notre zigounette devant la pissoutière. Et là, il était tellement content de l'épreuve qu'il avait passée et tellement content de lui d'avoir réussi l'épreuve que il me dit plein de choses de l'épreuve. Il me dit, ouais, là, j'ai vu qu'il y avait telle erreur, tu verras, c'est super. Il était hyper content. Mais en moi-même, je dis, mais il se rend compte que moi, je l'ai pas encore passé ou... Et donc, il me révèle des choses de l'épreuve. Alors, ça allait pas être déterminant par rapport à ça, sauf que ça te fait gagner du temps. Quand tu es en contrôle de comptabilité, que tu sais que là, il y a des erreurs de comptabilité, que lui, il les a détectées alors qu'elles étaient pas faciles à détecter. Et donc, ce précieux temps qu'il m'a donné en me révélant quelques dans l'épreuve, ont fait que j'ai eu 20 sur 20. Ou 19, une très bonne note. Si bien que ça me plaçait en premier, si bien que j'ai pu choisir Bordeaux. Et me voilà à Bordeaux, major de promotion, donc porte-serviette du commissaire colonel, et pouvant, au mois de septembre, rencontrer Maddy Mesplé et intégrer sa classe de chant. Ok, ça marche. Et là, comment ça se passe alors pour le coup? Parce que on est quasiment pas, on a un peu parlé côté artistique, mais au final, on a bien vu un peu tout le parcours pour arriver jusque là. À quel moment, déjà, tu étais plus dans l'armée, parce qu'il y a un moment où t'en sors, hein, si je ne m'abuse, et tu switches pour en faire ton métier véritablement, parce que c'est ça qu'on peut. Le grand saut. Exactement. En fait, ça s'est passé de la façon suivante. J'ai été porte-serviette de 2 commissaires. Le premier, commissaire tout à fait militaire et pas du tout versé dans les arts, mais le deuxième, sa femme était artiste peintre. Et il était peu ou prou au courant que j'avais une deuxième vie, c'est-à-dire que la journée j'étais militaire avec ma tenue, et le soir, dès que je débauchais
j'ai couru au conservatoire, parfois même en tenue militaire, prendre mes cours de chant avec Maddy Mesplé, entre autres, et tous les autres cours avec Isabelle Mancini, qui était la prof de solfège, avec qui j'ai gardé une amitié profonde, et puis tout un tas d'autres, Madame Simard et son mari qui faisaient les cours de musicologie, de musique, Roland Mancini, de musicologie, etc. Bon. Et me voilà avec la promotion de tous mes camarades qui, pour certains, sont rentrés d'ailleurs dans le grand chœur de l'Opéra de Bordeaux, d'autres sont devenus solistes, et puis d'autres ont arrêté le métier. Et donc je disais, ce qui s'est passé, c'est que mon objectif, je l'ai jamais perdu de vue. Donc je travaillais et toutes mes vacances, parce que quand on est militaire, on a quand même droit à des vacances, des jours de, je sais plus comment ça s'appelle, je l'ai passé à être dans des contrats de chant, plutôt dans les chœurs, mais à m'exprimer vocalement, je les utilisais à ça, c'est-à-dire j'étais jamais en vacances, soit je travaillais pour l'armée, soit je travaillais pour l'artistique. Et du coup ça m'a forgé, ça m'a formé, et arrive un moment où mes 5 ans sont achevés et je dois décider si je re-signe, puisque ça se passe comme ça à l'armée. Là, mon officier supérieur me convoque en me disant « Nous aimerions éventuellement vous envoyer à Saint-Cyr parce que vous avez les capacités pour être officier. Et donc, entraînez-vous, on va vous prendre des cours, on va vous faire passer des cours, des épreuves, entraînez-vous sportivement parce que c'est très dur sportivement aussi. Mais bon, ça me choquait pas trop puisque j'étais militaire, j'avais été arbitre, donc voilà, ça me perturbait pas. Mais quand même, bon, être militaire, c'est un entraînement physique et intellectuel, et surtout pour être officier, parce que là, la plupart du temps, c'est loin d'être des cons, je peux vous dire. Évidemment, quand on doit mener des hommes et mener des hommes à risquer leur vie, il faut savoir ce qu'on fait. Donc, me voilà en train de préparer Saint-Cyr. En tant que tu le prépares quand même, vraiment. En tant qu'homme du rang, en tant que sous-off. Sauf que moi, c'est pas mon objectif, donc je le fais un peu pour faire plaisir à mon officier supérieur, mais arrive le moment où je dois signer ou pas, et là, c'est la seule fois de sa carrière où on passe éventuellement devant un général pour dire je re-signe ou pas, et est-ce que l'armée accepte que je re-signe ou pas. Et là, me voilà convoqué devant le commissaire général à la caserne Xaintrailles à Bordeaux. Et là, je me dis, il va falloir quand même que je lui annonce que peut-être que je reste pas, mais je savais pas trop comment lui annoncer. Parce que bon, un général, c'est impressionnant, et puis un sous-off ne parle pas à un général, c'est lui qui parle, et puis tu te tais et tu dis oui. Voilà. En gros, c'est comme ça que ça se passe. Bon, je rentre, je fais ce qu'il faut faire quand on entre dans le bureau d'un général. Plutôt aimable, mais voilà, comme le sont les généraux, grands intellectuels, ce sont tous généralement des grands intellectuels, particulièrement les commissaires, qui sont généralement des ingénieurs. Et donc, on sent très bien que, bon, voilà, il y aura pas de conversation et que ça va être très vite fait. Sauf que, il me pose 2-3 questions, et dans les questions, mais je sais plus comment c'est venu sur le tapis, je lui dis que je m'intéresse à l'art lyrique. Et je tombe sur un commissaire général absolument passionné d'art lyrique. Mais quand je vous dis passionné, passionné. Et quand il sait que je prends des cours avec Maddy Mesplé, non seulement il quitte son bureau, il vient s'asseoir, ce qui n'arrive jamais, sur les 2 petits fauteuils devant une table basse qui sont dans son bureau, et il me demande de m'asseoir, ce qui n'arrive jamais. Un sous-officier ne s'assoit pas devant un commissaire général. Alors je m'assois fébrile, je dis mais qu'est-ce qui m'arrive? Et là, je sens l'homme prendre le pas sur le grade, et on échange sur l'opéra. On échange, on parle de ci, de là, de machin, de tel chanteur, de telle version, de tel truc qui s'est fait enregistrer par Karajan en telle année. Le passionné, quoi. Et puis, alors, le fait de savoir que j'étais chanteur, vraiment. Et à la fin de la conversation, il me dit, écoutez, Viton, vous avez donné 5 ans de votre vie à la patrie. Bravo, tout le monde ne le fait pas. Maintenant, donnez votre vie à votre passion. Parce qu'il dit, moi, la seule chose que je regrette, c'est de pas pu avoir pratiqué ma passion, le chant. Je tombe là-dessus quand même, incroyable. Je ressors du bureau, tous les gens dans le couloir du général, puisqu'il y a un couloir au bout duquel il y a le bureau du général, et puis avec tous les gens qui travaillent les officiers, les sous-offs, les personnels civils. Il se dit, mais qu'est-ce qu'il a fait pendant 1 heure dans ce putain de bureau avec le général? Ce qui n'arrive jamais, un entretien avec le général, ça dure, et encore quand ça dure, 5 minutes, et puis on ressort, et l'histoire est dite. Donc tous me regardent, moi je suis hagard de ce que je viens d'entendre, et je ne re-signe pas. Et donc, comme je vous l'avais dit, c'était un 1er avril que j'ai signé, donc un 31 mars ou 30 mars, je sais plus comment ça tombe, le mois de mars, j'arrête, 5 ans plus tard, et le 7 avril, 5 ans plus tard, j'ai mon premier contrat en tant que chanteur.
le directeur du Femina, Ouais. Alain Merkes, le fils du fameux de Paulette et Mhm. Paulette Paulette Merval et Michel Merkes. Alain Merkes m'appelle pour me donner ma première possibilité d'avoir un contrat rémunéré professionnel sur une scène professionnelle au Théâtre Femina. 7 jours plus tard, avoir quitté C'est génial. l'armée. C'est fou. C'est beau. En tout cas, Non, c'est un bon timing. Et ce que je trouve génial dans ton histoire, c'est d'avoir c'est quand même, c'est des personnes aussi qui vont à chaque fois te Oui. donner le petit coup de pied pour, aussi bien quand t'étais à la fac de sciences que là. Enfin, je trouve ça génial d'avoir pu avoir des gens comme ça aussi. Alors, tu serais peut-être arrivé d'une autre manière ou peut-être plus lentement ou je sais pas. Enfin, on voilà. peut pas savoir. On peut En pas tout refaire cas, on le l'histoire, sait. Je dis souvent dans notre métier, notre carrière, la carrière est faite de 20% de talent, 20% qui sont indispensables. Si on ne les a pas, on peut pas faire la carrière. Mais les 80 autres pourcents sont faits de courtoisie, travail, sérieux, pugnacité, ténacité et rencontres. Et ces rencontres-là que l'on peut faire dans notre carrière sont souvent déterminantes. Et là, celui qui arrive à avoir une carrière d'abord sur le long terme, c'est-à-dire qui dure toute sa vie, ou qui à avoir une grande carrière médiatique avec une grande notoriété, c'est souvent qu'il a su prendre le train au moment où il est passé. Il a su dire oui au moment où ce oui devait être dit. Il a su participer à un spectacle ou à un film ou à quelque chose, alors que peut-être tout lui disait l'inverse et qui a fait qu'il devient accidentellement une vedette ou qui tient la carrière. Et cette chance des rencontres, là, j'avoue que je peux pas dire, mais je crois que tout le monde peut l'avoir, cette chance-là des rencontres. Mais tout le monde n'a pas cette capacité ou cette possibilité ou n'a pas été éduqué à savoir la détecter et y répondre favorablement. Donc, comme tu l'as dit très justement, toutes ces petites rencontres humaines, mon premier instit, Gérard Simon, la CPE, Madame Denkent, Alain Mercier, je sais plus si c'est Alain d'ailleurs, Monsieur Mercier, le régisseur général de l'Opéra de Bordeaux, puis le militaire, puis Petit, mon meilleur ennemi, etc. Toutes ces rencontres là que je peux vous dire, Bernard Desbal, etc. Dont on se souvient des noms, quand tu regardes en arrière, tu te dis, eh oui, paf, 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 comme si quelqu'un les avait mis sur ta route pour aller vers là où tu veux aller. Alors, je pense que beaucoup de gens doivent ressentir ça parce que finalement, toutes les vies sont faites de ça. Mais il y a des choses qui sont plus ou moins fortes et qui, quand on les regarde, se disent, ah ben oui, quand même, c'est incroyable, c'est rigolo, c'est étonnant. Et surtout que tu t'en souviens très bien, c'est ça qui est voilà, sympa aussi. Ouais. Ok, super. Après sur donc ta carrière d'artiste, est-ce que là aussi, est-ce qu'il y a parce qu'on pourrait en parler pendant des heures. Il faut que je sois plus concis. Pour le coup, alors c'est hyper intéressant et on pourrait en parler pendant des heures. Mais c'est vrai que donc ça fait quoi? Ça fait 25 ans quasiment. Ça fait 30 ans que 30 je chante et ça fait 25 ans que je ne fais que ça. Ok. Alors pas chanteur, mais Oui. Ça fait 30 ans que je suis artiste et ça fait 25 ans que je ne fais que ça. Parce que chanteur, je ne l'ai été que pendant une décennie, un peu plus d'une décennie. Ouais, c'est ça. Et alors ça va être compliqué de résumer 30 ans, mais Oui. Mais je vais le faire. Comment se sont passées les différentes évolutions? J'ai aussi envie de comprendre comment tu deviens directeur aussi, à quel moment tu switches aussi pour passer de l'autre côté. J'ai envie de dire, d'ailleurs c'est rigolo, j'avais lu un article de France Bleu qui disait, le titre c'était Xavier Vitton, la vie sur scène. Et moi je me suis demandé, est-ce que c'est la vie que sur scène? Au final non, parce que c'est la vie autour de la scène en fait. Enfin autour, dessus, partout. Ah oui, c'est pas mal. Oui, c'est vrai que la vie sur scène, finalement ça n'est que la conséquence. Que le résultat, ce qui donne la vie de ce que j'ai vécu, c'est plutôt ce qui se passe à l'extérieur. Alors, en fait, c'est assez simple. Une fois que je suis chanteur, là, je m'exprime, sauf que j'ai compris que le téléphone ne sonnerait pas tous les jours et que si je veux avoir du travail, parce que je suis pas le meilleur baryton du monde, je suis plutôt une voix laborieuse, il faut beaucoup que je travaille pour que j'ai des résultats médiocre. Voilà. Il y a devant moi des gens qui sont bien meilleurs, qui ont beaucoup plus de talent et qui sont pris sur les auditions. Moi, j'ai été très rarement pris sur des auditions. Okay.
En revanche, ce qui a fait que je puisse être pris parfois, c'était parce que j'étais un excellent second couteau. C'est-à-dire que si un baryton avait un accident vocal ou un accident de santé ou se désistait, on savait qu'en appelant Viton, il apprenait très vite le rôle, il était sympa, faisait pas trop chier sur le plateau, voire pas du tout. Il était très réactif et c'est pour ça qu'on m'engageait plus que pour mon talent intrinsèque. Okay. Donc c'était un ensemble de qualités réunies. J'étais aussi, ça c'est marrant, c'est un petit comédien qui me l'a, quand je dis un petit comédien, un jeune comédien qui me l'a dit récemment. J'étais un yes man, c'est-à-dire je disais oui quasiment à tout. Et là, d'être chanteur, j'y vois quand même une frustration. C'est que on ne décide quasiment de rien. La musique décide, enfin le compositeur décide de la musique. Le metteur en scène décide du scénique, le costumier de tes costumes, le metteur en scène de la façon dont tu vas l'interpréter, le chef de chant décide de la façon dont tu vas interpréter ton truc, le chef d'orchestre décide en dernier de la façon globale dont tu vas jouer le rôle et le personnage dont tu vas l'interpréter. Au final, des fois t'as cette sensation un petit peu, à moins d'être un très grand, d'avoir une voix exceptionnelle, mais quand tu n'as pas ça, tu as un peu cette sensation d'être un passeur de notes. Et il y avait une forme de frustration du Viton leader, du Viton décideur de sa propre vie, etc., à n'être qu'un passeur de notes. Et puis, je sentais bien que je n'atteindrais pas le niveau que je fantasmais vouloir atteindre parce que je ne l'avais pas. Parce que je ne l'aurais jamais, parce que je n'en avais pas les capacités. C'est-à-dire que si j'avais voulu boxer contre Mike Tyson, il est bien évident que je me serais vautré. Bien, c'est pareil en tant que chanteur. Il y a des gens qui sont des Mike Tyson de la voix et d'autres qui sont juste des bons élèves et qui font bien leur travail. Bon, moi, c'était un peu plus le cas. Et je sentais bien que je n'aurais pas de satisfaction professionnelle dans l'image que je m'étais faite de la réussite de mon métier. Et j'en ai, du coup, tirer la conclusion qu'il faudrait que je crée une compagnie dans laquelle je puisse m'exprimer moi-même, créer des spectacles moi-même, et que quand le téléphone sonne pas, c'est moi qui vends mes propres spectacles. Comme j'avais cette fibre un peu artisan-commerçant de ma famille, ça ne m'a pas trop perturbé de devoir vendre du spectacle. Finalement, c'était con me vendre ce que faisait mon oncle des fruits et légumes, mon oncle épicier ou mon oncle primeur ou mon grand-père épicier, tout ça, et ou mon père artisan vendre des chantiers. Ça, je l'avais en moi, c'était dans la fibre des Vitons. Bon. Et puis il y avait le côté artistique qui s'est été rajouté. Donc tout ça, ma période d'arbitrage qui a fait que j'aimais bien être singulier, et enfin ma période militaire qui m'apprenait à gérer, puisque j'étais contrôleur de gestion. Donc tout ça a fait que ça a abouti à une personnalité qui a fait que ma compagnie a bien marché. J'ai eu aussi de belles rencontres au Conservatoire de Bordeaux en la personne de France Desnelin, qui était la pianiste accompagnatrice du cours de chant, qui a vu en moi une personnalité entreprenante ou entrepreneuse, je sais pas comment on peut dire, qui fait que elle, l'ayant aussi, en s'associant tous les deux, ça allait donner quelque chose, et ça a donné quelque chose, merci France. Et une copine chanteuse qui s'appelait Isabelle Villeneuve-Lelay, qui avait une voix sublime, et un copain chanteur qui s'appelle André Alba, qui était un petit bonhomme que j'aimais beaucoup, avec qui je riais beaucoup. Et donc tout ça, cet ensemble a créé la compagnie Prima Voce. Et là, pendant une dizaine d'années, on a parcouru les routes de France avec des spectacles que nous créions de toutes pièces, décors, costumes, etc. J'avais même les décors dans mon garage, etc. Et de là, je suis devenu un peu metteur en scène, puisque quand on crée des spectacles, il faut le faire la mise en scène, puis un peu auteur de mes propres spectacles, puisque je créais des pastiches avec mes camarades, avec France, avec André, avec Isabelle, on co-créait, Fabienne. Pastiche, tu peux préciser Un pastiche, c'est on part d'œuvres chantées qui existent et on les relie entre elles par un scénario que l'on invente, et donc on fait ce qu'on appelle un pastiche de différents airs qui se retrouvent regroupés dans un scénario pour rencontrer les airs que les gens ont le plus envie d'entendre, mais comme si c'était dans une même œuvre. Ouais, ça marche, merci. Et du coup, fort de cette expérience-là, on a beaucoup vendu du spectacle, mais beaucoup, hein, vraiment. Là, encore une fois, j'ai pas manqué de sous parce que on a beaucoup vendu. Je devais être un bon commerçant. France l'était pas moins. Son père était un vrai gros commerçant. Et elle aussi savait très bien vendre. Donc, on avait beaucoup de contrats par mois, même des fois difficiles à assumer tellement on en avait. En plus, elle a été prof conservatoire, donc ça faisait beaucoup de travail. Et finalement, j'en ai eu un jour assez de devoir convaincre
un intermédiaire entre moi et le public. Ça, il faut toujours convaincre un directeur de salle, un responsable de programmation, un responsable de collectivité territoriale, etc. Et là, de metteur en scène d'une petite compagnie qu'on avait créée, j'ai eu d'autres expériences de mise en scène qui ont été de plus en plus prestigieuses, de plus en plus agréables à réaliser avec de plus en plus de moyens. Et je commençais à avoir une notoriété dans le métier de mise en scène. Et donc, la rencontre s'est faite avec, encore une fois, un garçon qui sera toujours mon complice et encore aujourd'hui, depuis maintenant toutes ces années, et mon partenaire de vie aussi, qui s'appelle Nicolas Delas. Et là, on s'est dit, pourquoi on n'ouvrirait pas notre premier lieu? Enfin, je savais pas que ça allait être mon premier. Pourquoi on n'ouvrirait pas un lieu? Et c'était parti. J'ouvrais les pages jaunes qui existaient encore. J'appelais tous les agents immobiliers de Bordeaux qui faisaient de la vente ou de la location de locaux professionnels. Il y en avait 18. Seuls 3 m'ont répondu. Et parce que demander un local pour faire un théâtre, surtout privé, à l'époque ça n'existait quasiment pas. Des théâtres privés, il y en avait un à Bordeaux, c'était le Théâtre des Salinières par Frédéric Boucher, qui l'avait ouvert au travers sa boîte de production qui s'appelle Atlantique Production. Voilà. Et donc là, j'ouvrais le Café Théâtre des Beaux-Arts, local qui nous a beaucoup plu, et par miracle ou par compétence, un peu des deux sûrement, ça a cartonné. Voilà. Et puis ensuite, c'est un ami à nous a mis en relation avec un monsieur qui était propriétaire d'un local près de la Victoire. Et quand j'ai vu le local qui était en perdition, c'était une ruine ce local parce qu'il était fermé depuis 15 ans, il avait été squatté, il y avait eu un dégât des eaux, il y avait une mise en péril de l'immeuble. Mais bon, le local avait un potentiel, le lieu était plutôt bien placé et je dis au propriétaire des murs, je lui dis, méfiez-vous, si vous me laissez les clés, dans 6 mois, il peut y avoir un théâtre. Il me dit qu'à cela ne tienne, il enlève les clés de son porte-clés, il me donne la clé et on signe sur un post-it les termes de notre contrat. Évidemment, génial. On le signera devant un avocat plus tard. Mais ça s'est passé comme ça. En fait, j'ai appris que c'était tout à fait valable. Ok, très bien. Bon, voilà, sur n'importe quel papier, si on signe les termes d'un contrat, ça fait partie des bases du contrat. Bon, évidemment, on le finalisera plus tard, mais cela devait devenir le Théâtre Victoire. La rencontre avec Fabien Robert, un élu de la ville de Bordeaux, nous a beaucoup aidé parce que pour la mise aux normes d'un local qui a été mis en péril, c'est compliqué. Et là, j'ai connu les vicissitudes des aléas et des dédales administratifs, comme peuvent les connaître toute chef d'entreprise. Et je dois dire que maintenant, de mon expérience de chef d'entreprise, si aujourd'hui j'ai du mal à entreprendre ou si des fois je suis un peu réticent à entreprendre, c'est parce qu'il y a beaucoup de difficultés administratives. Voilà. Et le Théâtre Victoire a été une des illustrations typiques où il a fallu 1 an de galère et de bataille administrative pour obtenir l'autorisation définitive d'ouvrir le théâtre. Mais heureusement, il y avait des élus derrière avec une volonté et vraiment je rends grâce à Fabien Robert parce qu'il a été d'une grande utilité à cette époque. Et enfin, un jour appelle, et ça c'est encore la jolie histoire, ça en est encore une. Un jour appelle un monsieur qui s'appelle Jean-Pierre Gilles et qui me dit Xavier, je vous appelle parce que le Trianon est libre et va être libéré. Est-ce qu'il vous intéresse? Je dis écoutez Jean-Pierre, non. J'ai déjà 2 théâtres, donc c'est déjà beaucoup. Par contre, je sais que c'est le plus vieux théâtre de Bordeaux, j'aimerais bien le visiter avant que ce soit pris par un autre. Il me dit écoutez, très bien. Et je rencontre Jean-Pierre Gilles et j'avais pas fait le lien, mais évidemment Jean-Pierre Gilles, évidemment, c'est le propriétaire des murs du Femina. Lequel Femina, si vous vous rappelez dans ma petite histoire, a été mon premier contrat embauché par Alain Merkès. Et ce monsieur qui était adorable avec des clés dans le dos, toujours là tous les soirs, moi je l'ai pris pour le concierge. Et comme vous l'avez compris, je suis un peu blagasse, un peu sympa. Et de la même façon que ça s'était passé à l'Opéra de Limoges, j'avais lié d'amitié avec ce monsieur, mais pensant véritablement qu'il était concierge, pas du tout propriétaire des murs. Génial. Et donc, quand il m'appelle et qu'il me dit que c'est... Moi, quand j'arrive ici, il me dit, mais c'est moi le propriétaire. Bon, en vérité, je l'avais compris un peu avant, mais c'est rigolo de le raconter comme ça. Mais toujours est-il que Jean-Pierre me fait visiter le lieu et je l'ai visité. Et ça a été une catastrophe. J'ai eu le coup de cœur. Le coup de cœur absolu pour le lieu. Et je dis, vous savez, Jean-Pierre, le problème, c'est pas tant le lieu, c'est-à-dire le cœur à gauche, mais c'est le portefeuille qui est plutôt à droite. Parce qu'un lieu comme celui-là, et il se trouve qu'il a été
adorable. On a pu s'entendre sur les termes d'un contrat qui était envisageable dans un quartier qui est le Triangle d'Or, où les loyers dans ce quartier sont déments. Et Armani la marque Armani venait de lui faire une proposition de plusieurs millions d'euros pour acheter le lieu, qu'il a refusé. Au prétexte qu'il voulait que ça reste un théâtre de son vivant. Oui, parce qu'on est d'accord, il voulait le transformer et que ça soit plus un théâtre. Ça devienne un magasin. Ouais. Donc quand même, c'est pour ça que je le souligne, il a résisté aux sirènes de l'argent par passion. Et donc, il fallait que je sois à la hauteur de ça. Parce que quand même, c'est un lieu, quand il a plus de 100 ans, a connu des grands directeurs de théâtre. Et là, c'est plus la même histoire. C'est-à-dire, c'est plus moi qui crée un lieu et qui le fait devenir un théâtre, puis finalement, ça devient ce que ça peut. Là, tu prends un lieu en main qui a toujours été un théâtre, et là, on te voit à l'épreuve du feu. C'est-à-dire que c'est là, tu te dis, directeur de théâtre, ah bon, très bien, eh bien, on va voir si tu vas savoir tenir ce qu'est un vrai théâtre. Mais en même temps, c'est hyper grisant, puisqu'on rentre dans la lignée très privilégiée des directeurs de théâtre privés qui ont un vrai théâtre ancestral. Donc, il y avait les deux. Bon, encore une fois, ma folie, que sais-je, ma passion, ma gourmandise, ma faim d'action, a fait que j'ai dit oui, et me voilà maintenant à la tête de 3 lieux. Donc, j'ai vendu entre-temps le Café-Théâtre des Beaux-Arts à Loïc Rejouan, et j'ai racheté un autre lieu derrière qui s'appelle le Théâtre Molière, qui est l'ancienne O'Hara, qui était tenue par le conseil régional, dont le propriétaire des murs est aussi Jean-Pierre Gilles. Ok, d'accord. Oui, parce qu'il reste propriétaire des murs. Voilà. C'est ça. Et justement, tout à l'heure, tu as la gentillesse de me faire la visite du théâtre. C'est vraiment un lieu d'histoire. Tu disais, il a 100 ans, mais est-ce que là aussi, tu peux nous en parler sur, Bien sûr. Sur quel Trianon, quoi? Le théâtre Trianon, c'est fabuleux. D'abord, c'est le dernier théâtre du Triangle d'Or, fameux Triangle d'Or de Bordeaux. C'est un des derniers théâtres privés de Bordeaux, qui date de 1913. C'est le plus vieux théâtre de Bordeaux en dehors de l'opéra, mais lui, il est hors concours, puisqu'il est du siècle précédent. Et c'est un lieu qui a passé les différentes épreuves de la vie d'un théâtre, parce que sont arrivés plusieurs monstres qui ont détruit les théâtres. Le premier monstre, ce sont les taxes, puisqu'avant, les théâtres n'étaient pas taxés. Et donc, d'un seul coup, ils ont été taxés pour protéger les salariés, ce qui semble à peu près normal. Et le deuxième monstre, c'est Monsieur Cinéma. Les gens étaient très attirés par le cinéma plus que le théâtre, non pas par l'activité artistique qui s'y déroulait, contrairement à ce qu'on peut imaginer, mais surtout parce que le cinéma offrait les actualités. C'est-à-dire qu'en amont de chaque séance, il y avait les actualités, et on voyait en images ce que l'on entendait à la radio. Et je me rappelle que mes grands-parents allaient tous les dimanches, pas mes grands-parents Vuitton, mais mes grands-parents Chalard, du côté de ma maman, allaient tous les dimanches au cinéma, c'était un rituel, aussi pour voir les images de ce qu'ils entendaient, de voir De Gaulle en vrai, de voir Pompidou en vrai, etc., etc. Coty, Auriol, tout ça, on les voyait en vrai, ces présidents-là, et voir les actualités, quand il y avait un grand incendie, quand il y avait mai 68, quand il y avait tout ça, on le voyait au cinéma, et là, ça donnait une image sur ce qu'on entendait à la radio. Donc ça passionnait les gens, et c'est ce qui fait que le théâtre, petit à petit, s'est défraîchi. Et donc, le théâtre Trianon, comment a-t-il résisté? Tout simplement parce que Pathé Cinéma, qui a voulu ouvrir un cinéma de centre-ville, il y avait que des cinémas de centre-ville à l'époque, a acheté le fonds de commerce du Trianon pour en faire un cinéma, et c'est comme ça qu'il est resté Cinéma Trianon. Enfin, Pathé Cinéma, très exactement. Ensuite, dans les années 80, c'est devenu un cinéma porno. Et comme il était en plein Triangle d'Or, et d'avoir, vous imaginez, devant la porte du théâtre, ce que je te disais tout à l'heure, une grande affiche en 4x3 marquée Blanche-Fesse et les 7 mains, avec une image un peu suggestive. Bon, en plein Triangle d'Or, ça le faisait pas trop. Donc là, Chaban-Delmas, qui était le maire de Bordeaux émérite, a dit, il va falloir faire de ce théâtre autre chose que ce qu'il est. Et là, il y avait une association qui s'appelait l'association Jean Vigo, qui a inventé les cinésites, et qui faisait du cinéma d'arrêt d'essai. Et la ville a décidé de subventionner l'association pour qu'elle puisse louer ce lieu, qui était toujours un lieu privé, donc. Et donc, c'est devenu le cinéma Jean Vigo. Et beaucoup de Bordelais le connaissent sous ce titre-là, encore aujourd'hui. Et ensuite, ça a duré une quinzaine d'années.
Et ensuite, au bout de 15 ans, l'activité de Monsieur Marty s'est arrêtée avec sa vie, puisque lui est décédé. Là, Frédéric Boucher a pris le lieu pendant 2 ans et demi et a lâché l'affaire parce qu'il avait déjà le théâtre des Salinières et que ça faisait, pour des raisons XY, ça faisait un peu doublon avec ce qu'il faisait, puis peu importe, ça l'intéressait plus de diriger ce lieu-là. Et c'est là que la petite histoire de ce que je vous ai raconté. Et là, j'ai pris le lieu en main. Voilà. Ok. C'est génial qu'il y ait un lieu. Et c'est donc sous le règne de Frédéric Boucher que le lieu s'est à nouveau appelé Trianon. Ouais. Et ensuite, du coup, on a gardé ce titre-là. Nous, on y a fait de sérieux travaux d'aménagement parce que comme il était cinéma, la configuration n'était pas du tout bonne pour le spectacle. Frédéric avait entamé déjà ces travaux-là, mais nous, on les a vraiment poussés pour que ça devienne un lieu très accessible au théâtre. Il faut savoir que c'est un lieu compliqué. La salle est à l'étage, les décors arrivent par le balcon. Enfin, il y a tout un tas de fonctionnements qui fait que le lieu est un vieux bébé compliqué à manipuler. Mais finalement, depuis 8 ans, mis à part cette année de Covid et l'année dernière de Gilets jaunes, on s'entend plutôt bien. Ouais, ok, ça marche. C'est quoi tes meilleurs souvenirs de théâtre? Déjà, est-ce que c'est en tant qu'acteur ou spectateur? Ou metteur en scène, ou directeur de théâtre. Alors, c'est très marrant parce que je suis pas trop sur le passé. Tu vois, quand tu me poses une question comme celle-ci, pourtant t'as une très bonne mémoire de tout ce qui t'est arrivé. Il faut que je me reprojette dans ce qui m'a parce qu'en fait, j'aime tellement mon métier que tout est bon souvenir. Ouais. Alors, ça paraît tellement, ça paraît lénifiant de dire ça, mais. Mes meilleurs souvenirs, je crois que mon meilleur souvenir, oui, évidemment, c'est quand j'ai fait l'assistanat de mise en scène d'un monsieur qui s'appelle Jean-François Gardeil, qui est un grand opérateur culturel du Gers, encore le Gers, et qui m'avait gentiment pris comme assistant de mise en scène sur un gros opéra péplum qui s'appelait Le Paris de Sainte-Foy, sur un livret de Michel Serres, avec l'orchestre de l'Opéra de Bordeaux et puis des grands solistes de l'Opéra de Paris. Et il y avait un ensemble choriste qui était de 300 personnes. Il y avait 300 chœurs sur scène, amateurs, et un chœur de 50 personnes professionnelles. Ouais. Donc c'était un vrai opéra péplum où là, l'assistant de mise en scène pleure tous les soirs dans sa chambre que j'étais parce que c'était vraiment une organisation terrifiante dont Jean-François Gardiel s'était admirablement sorti. Et il se trouve que le décorateur était Giulio Achilli, le directeur technique de l'Opéra de Bordeaux à l'époque, et que son assistant était le fameux Nicolas Delas, dont je t'ai parlé tout à l'heure, et que c'est à l'occasion de cet opéra péplum que nous nous sommes rencontrés. Moi, j'étais l'assistant de Jean-François Gardeil, lui était l'assistant de Giulio Achilli, et là, il y a eu une rencontre artistique extraordinaire entre Nicolas et moi, et qui ne s'est pas démenti jusqu'alors et qui a fait qu'on a aujourd'hui ce qu'on a, qui est très éphémère parce que les possessions ici-bas ne sont que des possessions finalement éphémères, mais surtout on partage une aventure artistique et philosophique formidable et qui me permet de dire que ça, je pense que ça reste gravé dans mon souvenir, oui, parce que ça c'est ce qui a ensuite dessiné tout le reste. J'imagine. Ok, super. J'avais lu aussi que, il y a eu beaucoup d'écriture, de sujets sur toi, et en disant que tu avais transformé la scène bordelaise. Oula, alors ça, ouais. Je trouve que ça, c'est vraiment, alors pour le coup. Je trouvais ça beaucoup. Enfin, beaucoup, oui, je sais pas. Beaucoup, alors moi, je pense pas du tout ça. Je pense pas du tout. Mais alors, si c'est écrit, c'est qu'il y a une part de vérité. Alors, pourquoi? J'essaye de comprendre la part de vérité qu'il peut y avoir derrière. Ouais. Je pense qu'il y a juste le fait que la scène bordelaise a aussi accueilli une part privée de théâtre, qui était juste habitée qui était occupée par un seul théâtre et qui est maintenant occupée par beaucoup de théâtres, cet espace privé, parce que il y a celui qui ouvre la voie, qui était Frédéric Boucher. Derrière, il y a celui qui vraiment fait l'autoroute, c'est-à-dire moi, en disant voilà, c'est possible, on peut gagner sa vie, on peut y arriver, on peut tenir un lieu. Et ensuite, tous ceux qui suivent dans cette voie-là en se disant moi, avec ma compétence, je peux au moins faire aussi bien, sinon mieux. Donc oui, ça a peut-être transformé un petit peu la donne. Ensuite, c'est vrai qu'on a amené un répertoire théâtral à Bordeaux qu'il n'y avait pas, même avec Frédéric Boucher, ce répertoire n'existait pas parce que Frédéric était un amoureux du théâtre de boulevard. Et moi, j'ai ouvert aussi sur ce que j'appelle le café-théâtre, le théâtre de divertissement, l'humour, etc., dans le domaine privé, c'est-à-dire non associatif. Parce qu'après, il y a d'autres théâtres associatifs, mais c'est pas la même démarche d'avoir un théâtre associatif et un théâtre privé.
Peut-être que c'est ça, peut-être. Après, il y a aussi mon envie permanente de ne pas être qu'un théâtreux, je le mets entre guillemets, mais d'être aussi un chef d'entreprise comme un autre, et donc de rencontrer beaucoup d'autres chefs d'entreprise. La preuve, c'est que tu es là, et tu me rencontres pas seulement pour mon activité théâtrale, mais aussi parce que je pense tu as entendu parler de moi en tant qu'entrepreneur, et donc j'agis beaucoup dans ce cadre-là, parce que je me considère plus artisan qu'artiste, et commerçant que génie créatif, parce que ça fait partie de notre métier. L'artistique ne peut exister que s'il y a la finance derrière, que si on le finance. Il se trouve que quand la finance est publique, ben on n'a plus qu'à penser à l'artistique, encore que là c'est un raccourci, parce que j'imagine que à l'Opéra de Bordeaux ils doivent tout le temps passer au sous pour que les productions puissent se réaliser, et puis il y a une gestion derrière. S'il y a autant de gestionnaires, c'est bien qu'il y a une raison. Mais c'est aussi ça qui a fait que je me suis encore une fois singularisé en étant un artiste directeur de théâtre qui allait vers les autres chefs d'entreprise et qui disait attention, notre métier est aussi un métier d'entrepreneuriat comme un autre. Il se trouve qu'on loue des fauteuils de spectacle comme certains louent des voitures ou le produit est un peu particulier, la façon de le fabriquer est très particulière. Les arcanes et le socle de notre métier sont plutôt iconoclastes et demandent des multiples compétences, mais comme d'autres chefs d'entreprise, encore une fois. Et surtout, je crois, on fait rêver les gens, on les amuse, on les divertit, on leur donne du plaisir, et je crois qu'ils nous en sont terriblement reconnaissants, et que donc ils nous donnent une importance un peu en deçà de celle qu'on mérite réellement, parce que on n'est jamais plus amoureux de quelqu'un qui nous fait rire. D'ailleurs, on dit bien que les femmes sont amoureuses des hommes qui les font rire. Et c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Et justement, tu parles de public privé. J'ai l'impression que culture et gagner de l'argent, ça va pas forcément ensemble. Ça paraît sale. Ça paraît sale. Ouais. En fait, ça paraît vulgaire. Ça paraît vulgaire, on est d'accord, mais c'est aussi le fait que, et on le voit cette année, la culture, ça passe au... Enfin, c'est l'impression que j'ai, encore, j'ai peut-être tort, mais ça passe au second plan parce que ça rapporte pas suffisamment. Alors ça, je suis pas capable de dire ça. Ouais. Ce que je sais, c'est que statistiquement, la majorité des gens disent préférer la chaîne Arte. Mm-hmm. Or, quand on regarde l'audimat, les deux chaînes les plus regardées sont M6 et TF1. Voilà. Donc, mais ça dit tout de notre comportement. Ouais. C'est-à-dire que l'on vénère ce qui est intellectuel, mais dans la pratique, on va vers ce qui nous fait du bien immédiatement. Mm-hmm. Nous, avant que notre métier s'inscrive dans le temps et dans l'histoire, il faut vraiment créer une œuvre hors du commun. Mm. C'est comme tout. C'est même comme la cuisine. Vous avez la cuisine de tous les jours qui vous nourrit et qui vous permet d'avoir l'énergie pour aller au travail le matin. Et vous avez des moments un peu à la marge où vous faites un repas gastronomique, où vous allez dans un restaurant gastronomique, où vous faites un repas de famille, où vous êtes gâté et vous vous en rappelez. Mais ces moments-là, ils restent ou un repas de mariage ou que sais-je, ils restent gravés dans votre histoire. Mais tous les repas qui vous ont accompagné tous les jours sont aussi importants que ces repas-là au final, puisque sinon vous ne pourriez pas les avoir. Donc moi, j'estime que je suis, vous savez, le repas du quotidien. La nourriture intellectuelle du quotidien, la nourriture du divertissement. Je suis le bonbon sucré qui va fondre dans la bouche avec plaisir, mais dont on s'en souviendra pas, sauf qu'on revient l'acheter parce qu'on sait que quand on le mange, on aime ça. Par contre, je ne suis pas une invention d'un dessert exceptionnel qu'on a mangé une fois dans sa vie et dont on se rappellera toute sa vie. Il faut savoir se situer. Je crois que je me situe là. C'est pareil pour la religion. Vous savez, il y a les petits curés de paroisse. Et puis, il y a les cathédrales, avec un évêque, un archevêque. Et cette cathédrale n'existe que parce qu'il y a des petits curés de paroisse. Et donc, on va plus facilement dans une petite chapelle de paroisse que l'on va à la cathédrale. Mais quand on y va, on est fasciné, surpris, voilà. C'est pareil pour moi. Je crois que nos théâtres à nous sont les petites églises, nous sommes les petits curés de paroisse du spectacle. On fait un travail de fond, de terrain. Et puis, il y a autre chose. Je connais personne qui n'est allé à la littérature en commençant par la Horla. Ou en commençant par du Victor Hugo, en commençant par
du Zola, du Balzac. On commence en lisant Oui, oui, professeur d'histoire. Voilà. Oui, oui, décroche la lune, ou Tintin et Milou, ou le Club des Cinq, la bibliothèque verte de mon époque, ou aujourd'hui des romans de fantasy. Bon, parce que pourquoi il faut commencer par ce qui est simple. Et après, notre cerveau, qui est très exigeant, demande ah oui, mais ça c'est un peu simple maintenant, j'ai compris comment ça marche, donc je voudrais aller vers quelque chose de plus compliqué. Le roman de gare marche très bien parce qu'il est divertissant et quand on prend le train, on n'a pas envie de réfléchir. Mais quand on a un peu un moment où on veut réfléchir, on va vers des romans plus philosophiques, plus intellectuels, plus difficiles, plus complexes, plus émouvants, plus perturbants, et on s'en rappelle. Mais il n'empêche que quand on prend le train, on achète du Christian Jacques, du Guillaume Musso, du Lévy. Voilà, quelque chose qui va être facile à lire, qui sera agréable, qui aura une mécanique, qui va faire qu'on dévore le livre en 2 heures de train, et voilà. Nous, c'est ça. On vient dévorer un petit peu notre soirée. Après, il y a des spectacles qui restent inscrits dans l'histoire d'un spectateur, bien qu'étant une comédie. Parce qu'il faut pas oublier que la comédie est une façon d'expurger les tragédies qui nous arrivent dans la vie, et que la fonction que l'on a est aussi hautement philosophique et hautement intellectuel. Et je ne voudrais pas que dans mon discours, tous les gens et tous les comédiens et tous les artistes qui travaillent dans la comédie sentent une forme de mépris, ce qui n'est absolument pas le cas. C'est juste que il y a des moments quand on fait de la comédie, on le fait pour qu'il y ait un rire toutes les 3 secondes. Et il y a des moments on le fait pour on traite un sujet de société et qu'au travers du rire, on arrive à le déboulonner, désacraliser, décomplexer les spectateurs. Et ça me semble être aussi un très bon outil. Vous savez, j'utilise cet adage qui n'est pas de moi, mais j'ai pour habitude de dire l'amour pour épée, l'humour pour bouclier. Et je pense que cet adage me sauve de beaucoup de situations tragiques. Ok, très bien. Et l'évolution des théâtres, tu l'as vu comment? Parce qu'en fait, quand tu as parlé de repas gastronomiques, etc., moi je pensais que le théâtre était ce fameux repas gastronomique. Donc tu viens de démontrer l'inverse. Mais comment t'imagines aussi l'évolution des personnes qui viennent dans les salles? Alors là, on est dans le temps présent et dans la prophétisation de ce qui va se passer dans nos salles. La période que nous vivons me met dans une perplexité telle que je ne sais absolument pas ce qui va rester derrière cette période en termes de spectacle. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui va rester de nous. Je ne sais pas ce qui va rester des théâtres et des artistes. Certainement va conduire l'ensemble de la profession à une remise en question comme elle sait si bien le faire et qu'elle le fait régulièrement, mais là encore plus violemment que d'habitude. Par contre, ce que je sais, c'est que nous, depuis que j'ai des théâtres, depuis une petite quinzaine d'années, nous avons tout le temps cherché à améliorer l'emballage de nos théâtres, c'est-à-dire à augmenter le niveau de réalisation artistique, c'est-à-dire avec les comédiens, qui sont des gens extrêmement pros, extrêmement doués, dont les spectateurs ne peuvent pas se dire que quand ils les voient, ils pourraient faire la même chose. Ils ont une perspective de ah ben oui, mais eux, bon, c'est des pros. Voilà, c'est ça que j'aime entendre et c'est ça que j'entends la plupart du temps. Et l'autre chose, c'est l'emballage scénographique qui donne le vernis et la majesté d'un lieu. Il n'y a pas à dire, si on vous met un parfum Givenchy ou Guerlain dans une espèce de flacon d'eau de Cologne, il n'aura pas la même odeur que si on vous le met dans un flacon Lalique. C'est la même chose pour la nourriture. Si vous avez un excellent repas, mais qu'on vous le sert dans des arts de la table dégueulasses, du papier carton, ça n'a pas le même goût que si on vous le sert avec des arts de la table somptueux, avec une porcelaine vieillard de Bordeaux, etc. Donc, moi, j'ai tendance à penser que le prestige de notre métier, il est aussi autour du prestige de la scénographie, et les plus grands spectacles dont on se souvient, c'est souvent parce que visuellement, on en garde une image graphique. Et donc, le graphique de notre théâtre, qui est vraiment réalisé, pensé, réfléchi, exécuté par Nicolas Delas, a porté nos lieux et l'a amené au niveau où nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire quand même, qu'on le veuille ou non, en termes de comédie, en tête de gondole. Et maintenant, j'ai une grande possibilité de comparaison, puisque j'ai une vue des 90 théâtres privés qui existent partout en France, qui sont membres des théâtres privés en région dont je suis, dont j'ai l'honneur d'être le trésorier.
je vois ce que font les autres et je vois ce que nous faisons nous. Et donc, du coup, on peut arriver à voir quelle marge de progression nous avons, mais en même temps, là où nous nous situons par ceux qui ont encore une marge de progression à exécuter, ou tout simplement parce qu'ils ont envie d'y rester. Ouais. Et là, encore une fois, il ne faut pas entendre aucun esprit d'ostracisme ou de mépris de ma part. C'est que chacun fait ce qu'il peut dans le contexte où il se trouve et avec l'argent qu'il possède. Parfait. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel tu aimerais qu'on revienne ou un sujet qu'on n'a pas abordé? Je crois qu'on a abordé beaucoup de choses. J'ai été extrêmement bavard et disert, certainement tout à fait lassant pour ceux qui se moquent complètement. Ça fait extrêmement égocentrique de parler pendant je sais pas combien de minutes de soi-même. Mais c'est un peu... Oh bah là, on est à 1h40. Bon, on avait dit qu'on dépasserait pas 1 heure. Oui, bon, ça, moi, c'est voilà. Mais quand c'est intéressant, je laisse... merci pour l'intérêt, mais... c'est toujours très délicat et c'est sur ça que je voudrais conclure. Quand on parle de soi, en fait, j'ai tendance à m'extraire de moi-même pour parler de moi comme étant l'aventure d'un... Et puis là, dans le temps présent où je suis, tout ce que je t'ai dit, c'est un peu comme si j'avais vécu ça dans un rêve et que ça se met en place. Mais je crois que, en fait, ce que nous, les artistes, on a ce don, je crois, don du ciel, de pouvoir faire croire que ce que nous vivons est exceptionnel. Et de donner à voir des choses qui paraissent étonnantes, exceptionnelles ou originales. Mais si on questionne les gens, si on questionne les gens qu'on croise dans la rue, mes spectateurs, on se rend compte que tout le monde a une vie un petit peu romanesque. En fait, ce qui fait la différence entre le troubadour et celui qui boit un verre à côté de lui, c'est la façon de le raconter. Donc, peut-être que c'est mon petit côté troubadour, du fait d'avoir été dans un lycée qui s'appelle Bertrand de Born, qui était le nom de célèbre troubadour. Il y a des chances. Voilà, c'est ça. C'est peut-être ça. Le don du troubadour, c'est de raconter quelque chose de banal et d'en faire quelque chose de romanesque. Okay. En fait, je crois que c'est ça. J'ai raconté ma vie, entre guillemets, comme quelque chose de romanesque, mais il me semble que si on questionne les gens, souvent, quand je parle avec des amis, je pense à la marraine du spectacle qui tourne en ce moment, qui s'appelle Catherine Marot, qui travaille dans le monde bancaire. Quand elle vous raconte son histoire, et pourtant c'est le monde bancaire, c'est-à-dire le monde qui paraît être le plus froid, le plus glacial que l'on connaisse. Si vous parlez de ça aux gens, tout le monde vous dit le monde. Mais quand elle me raconte sa vie, mais c'est incroyable, les rencontres qu'elle fait, les choses étonnantes qu'elle a fait, le bien qu'elle a pu faire autour d'elle en étant c'est pas une banquière encore une fois au guichet qui traite des choses communes, mais je suis sûr que des banquières au guichet rencontrent des situations rocambolesques et qui, si j'allais les interviewer et que je le mette sur scène, diraient « Oh, mais c'est incroyable la vie de cette banquière au guichet !» Oui, sauf que c'est la vie pratiquement de toutes les banquières au guichet. J'ai un ami aujourd'hui comédien qui a été facteur. Et quand il parle de sa vie de facteur, comme il est comédien, on a l'impression que c'était le facteur du siècle. Sauf que c'était la vie de tous les facteurs d'une petite ville comme Bordeaux. Voilà. Ça, donc en fait, ce qui fait que, entre guillemets, notre vie paraît exceptionnelle, c'est que nous avons peut-être la technique et le goût pour rendre ça un petit peu pétillant et lumineux. Voilà. Parfait. J'ai encore quelques questions de fin. Qu'est-ce qui t'anime au quotidien ? Le plaisir, l'envie. Aujourd'hui, à mon demi-siècle, je me suis donné comme perspective de travailler sur la philosophie, sur le sens que l'on donne aux choses, sur le sens que l'on peut, tout ce qu'on peut créer comme bien, essayer de diffuser. Moi qui n'ai pas d'enfant, je pense que maintenant, la trace que je veux laisser, puisque je n'ai pas de stress pour la progéniture qui pourrait être la mienne, j'ai un stress sur le fait que je sois plus quelqu'un qui ait construit des choses dans la société que détruit. Et donc, ce qui m'anime, c'est de tenter, je dis bien tenter, parce que c'est toujours un peu subjectif, de faire le bien. Parce que parfois, croyant faire le bien, voilà. Ben, on va pas rentrer dans ce débat, parce que là, on en est pour 1 heure de plus. Mais je crois que ce qui m'anime, c'est ça. Et puis, entreprendre encore. Okay. Je crois que j'ai des projets d'entreprise. S'il y a plus de projets, quel qu'il soit, aussi simple soit-il, ne serait-ce que d'aller voir ses petits-enfants dans une semaine, s'il n'y a plus de projet, la vie est fade.
si c'est se nourrir, dormir. Et pour ça que je pense que notre métier est essentiel. Je crois que dans la période qu'on l'a vécu, on le trouve encore plus essentiel, même si on a été mis au rang du quantité négligeable, mais il faut en connaître les tenants, les aboutissants. Je veux pas jeter d'anathème, mais c'est pas le propos. Mais je me rends compte que tout ce qui est à côté du vital fait que la vie devient supportable. Voilà. Donc j'aime à dire, il faut manger, dormir, enfin il faut faire des choses pour survivre. Parce que si on ne survit pas, si on n'a pas chaud, si on a faim, si on est en mauvaise santé, on peut rien faire d'autre. Mais à partir du moment où on a cette base-là, un peu de sous, de quoi manger, de quoi se chauffer, alors la vie devient fade s'il n'y a pas de l'à côté. Et donc cet à côté-là, nous en faisons partie. Donc soit on survit et on ne fait que les choses essentielles à ce que notre corps mette un pied devant l'autre, soit on décide de vivre, et auquel cas il faut passer à quelque chose d'un peu plus spirituel, philosophique, intellectuel, ou tout simplement émotionnel. Voilà, partager un bon moment avec un copain, une copine, avec sa femme, avec ses enfants, même au boulot, que ça soit ou sport ou quoi. Voilà, je pense que c'est ça ce qui m'anime. Ouais. Ok. Tu parlais d'entreprendre. Est-ce que tu as un conseil à donner pour celles et ceux qui ont envie d'entreprendre ou qui ont cette petite voix qui leur parle et ils n'osent pas encore? Ouais. Alors, il y aurait sûrement des milliards de conseils à donner, mais aucun à recevoir, parce que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose d'intime. La seule chose que je pourrais donner comme conseil, c'est au regard de ce que j'ai vécu, si je regarde derrière moi et les abysses au ras desquels je suis passé qui auraient pu faire que je tombe, si j'avais dû voir ces abysses avant, il n'est pas certain que j'aurais tenté ce que j'ai tenté. Donc, ce que j'invite à faire à un dirigeant, c'est en effet, il faut prévoir un tout petit peu, il faut cadrer un petit peu l'entreprise que l'on veut faire, mais surtout ne pas tenter de voir tous les problèmes que l'on peut avoir et surtout pas chercher à savoir quels sont-ils. Parce que si on les connaît, tous les problèmes que l'on peut avoir, alors la peur est très inhibitrice. Donc voilà, ce que j'ai envie de dire, c'est que la peur n'évitant pas le danger, il faut éviter... La peur est très mauvaise conseillère. Donc de mettre cette peur le plus loin possible. Et là, l'entrepreneuriat est possible. Si la peur est devant, on peut pas entreprendre. Après, les autres conseils, ouais, faut pas être idiot, quoi. Il faut faire les choses en fonction de ce qu'on a envie de faire et de voir la réalisation possible. Mais il y a des fois des projets tellement fous qui ont abouti, d'entrepreneurs que je connais qui partaient tellement loin. Et il y a autre chose peut-être, ne pas avoir peur de l'échec. Ouais, encore une fois, pas la peur. Parce que je ne connais pas de meilleur moyen pour progresser que d'échouer. C'est le meilleur moyen. Quand on échoue, on se demande pourquoi, on en tire les leçons, et la fois suivante, on essaye de pas refaire les mêmes bêtises, ou en tout cas pas de la même manière. Et puis à force de plus refaire les mêmes bêtises, le champ des bêtises s'amoindrit et on commence à faire des choses bien. Donc oui, il faut se tromper, comme nous on le fait quand on est sur scène. Il a fallu qu'on y aille, qu'on soit mauvais de temps en temps, ou moins bon, ou pas très bon, puis un jour, par accident ou par résultat, on devient un peu meilleur ou bon. Ça marche. Et enfin, de quoi est-ce que tu es le plus fier? D'avoir fait le métier que j'ai envie. Je crois que faut pas se leurrer, hein. Tout le monde ne fera pas le métier dont il a envie. Tout le monde ne peut pas. Et je dis pas ne peut pas physiquement ou intellectuellement. Ne peut pas parce que il a des croyances qui lui ont été induites par son passé, sa famille, là où il est né, qui lui font croire qu'il ne mérite pas ça. C'est terrible, c'est affreux, mais c'est la réalité. Donc, la chose dont je suis le plus fier, c'est d'avoir donné la possibilité à mon corps et à ma tête de vivre ce que j'espérais vivre. Et même d'au-delà de ce que j'avais pu imaginer vivre. Juste de lui avoir donné les moyens. Il se trouve que j'ai eu la chance qu'en lui donnant les moyens, en semant la graine, il y ait des plantes qui poussent. Le seul problème, c'est que, encore une fois, quand on sème, on ne sait pas la terre dans laquelle on sème, on la connaît pas. Et parfois, il y a des éléments extérieurs qui viennent perturber cette terre-là et que parfois, la graine, elle ne pousse pas. Et c'est pas toujours à cause de celui qui l'a semé. Et ça s'appelle l'injustice de la vie. Et là, malheureusement, j'ai pas envie de dire faites ce que vous avez envie, votre projet dans votre tête, parce que je sais que c'est pas toujours possible. Et que ça culpabilise terriblement
les gens qui font pas envie, qui n'ont pas fait ce qu'ils avaient envie en se disant, voilà, tu vois, c'est parce que j'ai pas voulu, j'ai pas risqué, j'ai pas ouvert cette fenêtre-là. Ben, c'est peut-être parce que vous pouviez pas l'ouvrir. C'est peut-être parce qu'il y a des choses à l'extérieur. Peut-être votre santé, tout simplement, n'était pas bonne. Et si elle n'était pas bonne, c'est peut-être parce qu'on vous a pas donné à manger ce qu'il fallait, que vous n'avez pas eu ce qu'il fallait. Encore une fois, je me remets dans la position d'un expat qui arrive dans un autre pays, qui essaye de lutter pour sa survie, etc. Pour devenir artiste, ben, ça va être compliqué, quoi. Ça va être compliqué. Il faut pas se leurrer. Comme je disais, c'est plus simple d'avoir une famille honorable qu'une famille qui a eu des déboires. Et pourtant, il y en a qui s'en sortent. Donc, ouais, je suis bien mal placé pour donner des leçons et je crois bien que ceux qui ont la chance de vivre des choses agréables ne doivent jamais donner de leçons à ceux qui en vivent des désagréables. Ils doivent surtout en tirer des leçons. Xavier, merci beaucoup. Avec plaisir. À très bientôt. Ah oui. Merci à tous pour votre écoute. Xavier a un parcours hors du commun qu'il consacre à la scène. Qu'il soit dessus ou dans les coulisses, il s'engage avec passion dans ce métier, je dirais même ces métiers qui lui collent à la peau. Si cet épisode vous a plu, eh bien je vous invite à le partager autour de vous, à vous abonner depuis la plateforme d'écoute sur laquelle vous êtes et à mettre 5 étoiles sur iTunes. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Pompon tout aussi passionnant. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle semaine.